Bonsoir à tous, on va lancer le générique, bien sûr, mais avant, je vous préviens, si vous entendez des bruits bizarres pendant le générique, c'est normal, c'est Pierre Kerner. Donc à tout de suite. Oh là là, c'est beau. C'est fantastique. L'envers de la Blouse en livre. Il est insupportable, voilà. Nous sommes bien avec Pierre Kerner ce soir, mais vous allez devoir le trouver avant. C'est un vrai plaisir de l'avoir. Mais si, mais oui, mais voilà, c'est raté. Voilà cet effet que nous avons mis 10 minutes à préparer. Où est le Pierre Kerner dans cette image? Eh bien, peut-être que vous allez le trouver, mais à mon avis, vous ne le trouverez pas. Tu peux sortir, Pierre, c'est raté. Pierre? Je suis caché. Bon. Cette émission va être très très longue. Il est là! Oh, incroyable! Bon, j'étais caché, on s'était caché. On ne s'y attendait absolument pas. Bonsoir Pierre Kerner, comment allez-vous? Bonsoir. Bien, et vous? Oui, très bien, merci. Donc il est très très en forme. Je suis ravi de l'accueillir, bien sûr, aujourd'hui, pour cette émission live avec invité de l'envers de la blouse. Pierre Kerner est un peu mon maître à penser de la vulgarisation de biologie. Grosse pression pour lui. Ce soir, il a donc une très grosse forme. Et donc je ne lui demande pas pour introduire une très grosse quoi? Forme. J'ai dit quoi? Ah, je sais pas, j'ai cru entendre d'autres choses. Voilà. Eh bien non. Tu es en forme. C'est vrai, ça a l'air d'aller. Moi, je suis ravi d'être là. J'étais un peu menacé 3 fois pour que j'arrive. Oui, c'est vrai. J'ai senti un peu de pression, mais j'ai accéléré le rythme et je me suis dit, si c'est bon, c'est son jour, c'est maintenant. C'est pas une découverte Twitch pour toi. Mais... Ah, putain, ça va être très dur cette émission. Twitch, c'est nouveau pour toi ou comment? Enfin, tu connais en spectateur, mais t'es déjà intervenu un peu sur Twitch ou pas du tout? Ouais, je suis intervenu pour un live du Café des Sciences où on avait fait C'est quoi ça à la demande de Dounia. J'ai été invité par pour un truc. Ça avait l'air bien. Ça avait l'air super bien. C'était pas mal. Si. Comment elle s'appelle? Celle-là. Ça va devenir gênant en fait. C'est très très gênant. Attends. Ouais. Non, mais je vais te poser une autre question, t'inquiète pas. Je pense qu'il va être nécessaire. Attends. Mais vraiment, il faut qu'on attende. Oui. Tu sais que, alors, bien sûr, donc bonjour à ceux qui regardent cette émission. Je vais te faire gagner du temps. Qui regardent cette émission en direct. Oui. Bonjour à tous. Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être là. Et bien sûr aux personnes qui sont sur YouTube, puisque cet épisode-là aussi va être rediffusé. Donc ça a démarré sur les chapeaux de roue, effectivement. Vous l'aurez remarqué. Oui, mais j'en ai fait un. Alors j'ai fait un truc avec Pellichy. J'ai fait un truc avec Galacti Camille. D'accord. J'ai participé au Twitch de mes étudiants, de mes propres étudiants. Oui, tout à fait, oui. De culture biologique numérique, et Emma Hollen m'avait invité à son salon de thé. Voilà. Très bien. Alors que tu détestes le thé. Ouais, et j'avais gueulé. J'avais dit c'est de la merde. Okay. Voilà. Bien. Écoute, il y a des gens qui ont... Tu m'as pas dit les règles, au fait. Qu'est-ce que j'ai pas le droit de dire? J'ai pas le droit de dire... J'ai pas le droit de dire bite, j'ai pas le droit de dire putain, j'ai pas le droit de dire... Non, ici, il y a... ça va, non, il n'y a pas spécialement de règles. Il faut essayer plus ou moins de répondre aux questions, histoire que les gens se disent ah oui, j'ai pas commencé à écouter ça pour rien. Dire je vais découvrir un nouvel individu par l'intermédiaire de l'envers de la blouse, etc. Tu vas te faire ban direct par la modération. Mais non, question basique, mais peux-tu te présenter pour les personnes qui n'ont pas le bonheur de te connaître? Donc voilà, je suis Pierre Kerner, maître de conférence en génétique évolutive du développement dans les très respectables tutelles que sont l'Institut Jacques Monod et Université Paris-Cité. J'y suis depuis 2011, donc ça fait quelques années, et je suis également vulgarisateur la nuit et fier membre de l'association Le Café des Sciences, comme toi.
Oui, tout à fait. Nous sommes Toi-même, tous les tu deux sais. membres. Voilà, tout à fait. On va certainement en parler un bon moment parce que c'est vrai que c'est plus en qualité de vulgarisateur que je te connais. J'ai l'impression que t'as quand même touché un petit peu à tout en fait. Qui? Depuis Personne. toi. Rien fait. Si, toi. Oh putain. J'ai touché qui? Oh putain. Ben si. Enfin. Je dément. Ne dis pas que voilà, université, Paris-Cité, il n'y a pas des petits problèmes de... Non. Allez, Non. cette émission est terminée. Tu vois, si tu pouvais me donner un bad buzz pour que, tu vois, ce serait quand même sympa. Ah bah écoute, alors là, bad buzz fastoche. Hein. Oui, facile. Non, mais ne fais pas ce à quoi je pense. D'accord. Tes organes génitaux ne nous Ah non. intéressent pas. Très bien. Bon, donc oui, je disais, en vulgarisation, tu as un petit peu touché à tout. J'ai l'impression quand même. Il y a quoi que t'as pas fait encore, franchement? Alors, j'ai pas fait cinéma. Non, parce que je dresse la liste, figure-toi. Je n'ai pas fait de cinéma. J'aimerais bien faire du cinéma. J'ai pas fait film d'animation. J'aimerais bien faire des films d'animation. Ouais. Ouais. J'ai pas fait de théâtre. J'aimerais bien faire du théâtre. Voilà. Parmi les trucs que j'ai pas fait, qui me taraudent. Donc oui, c'est-à-dire que t'as envie de le faire, quoi. Ah, les trois Théâtre trucs que en je t'ai cités, oui. Parce que théâtre, j'ai pas ouais. j'ai pas fait non plus peinture en bâtiment, mais ça, je m'en fous. Oui, ça pourrait, en fait, tu pourrais faire une sorte de fresque, Exactement. tu Mais vois, ce n'est je pas veux quelque dire, chose dont j'ai envie. art urbain, je veux dire. Exactement. Ou en tout cas la dicter à quelqu'un qui sait faire, parce que je ne sais pas... on te demande si t'as fait du macramé déjà pour vulgariser. Ah Mais, bah je pourrais faire un énorme bonhomme bâton sur un building, ça serait génial. oui, mais alors, le message scientifique derrière serait peut-être un peu limite. C'est quoi qui t'a poussé à vulgariser comme ça? C'est une envie? Parce que là, en fait, je veux dire, ça fait longtemps quand même que là tu t'y mets, enfin, que tu t'y es mis, Que je m'y que mets. tu pratiques. Je commence, je débute, hein, je débute. Tu débutes, oui, c'est ça. Enfin voilà, ça fait quoi? Mais ça perce bien hein, déjà une BD. Ça fait quoi? 2 semaines que tu t'y es mis? C'est pas mal, hein, franchement. Viens au Science Comedy Show. Ouais, mais en fait, donc me dit le Agatha du Nid de Pie, mais vous êtes grimé et il y a un truc que je peux pas, c'est le maquillage. J'ai une peur panique des clowns. Alors Ah si oui. en plus, tu vois, il faut que Mais moi-même, ouais. c'est pas possible. Ah oui, donc je suis allergique au maquillage, c'est impossible. C'est pas allergique au maquillage, c'est que ça me fout les jetons. Oui. Donc t'as vraiment peur des clowns. On va vraiment parler de ça. Je veux bien qu'on pose des questions gênantes, hein, ça me dérange pas. Ouais, j'aime pas les clowns, ouais, ça me fout les jetons. En fait, ça me gêne vraiment physiquement. Ça exacerbe les traits. Parlez-moi de votre petite enfance, Kerner. Qu'est-ce que t'as une expérience malheureuse sur un parc d'attractions? Je me pose comme ça. Oui. Putain, merde. Oui, vas-y. Surtout ne te gêne pas pour te casser la gueule en direct. Ça me fera un clip. Ça me fera un clip pour la chaîne. Bah... Donc oui, ça a commencé quand tout ça là? 2009. 2009, ça a commencé mon blog Strange Stuff and Funky Things, alors que je rédigeais mon manuscrit de thèse. Avant, j'avais sévi sur le blog d'un copain qui avait un blog qui s'appelait Va des rétro Alzheimer, parce qu'il ne se souvenait de absolument rien, notamment de mes fantastiques petites histoires de science. Et donc il m'a dit, au début il en avait écrit une, il m'a demandé de la relire, et j'ai dit c'est de la merde, t'as rien compris. Et donc je lui ai écrit ce que je lui avais expliqué, et je me suis pris au jeu, ça m'a beaucoup plu. Et donc... comme Gabipédia le dit, le blood de Pierre, oui. mon blog. Ah bah, c'est Strange Stuff and Funky Things est apparu dans la suite, dans la foulée, quelques mois après avoir publié mes premiers billets sur Va des rétro Alzheimer. Ok, donc nous avons Strange Stuff and Funky Things. Alors, moi, vas-y, clique sur un truc. Il est très très beau quand même ce blog là. Et cette bannière. Sur quoi sur je vais la cliquer alors ça c'est intéressant parce que j'ai une question que j'ai mis plus tard. Je vais mettre le paresseux parce que vous pouvez me laisser tranquille. Ça c'est un jackalope. Oh ça oui, il a parlé. Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel?
T'as Mais remarqué qu'est-ce que c'est le que ça? paresseux, t'as 3 Je endroits. vais hein, mourir pour si je ponds ça. Et, genre une césarienne, vous faites ça aussi pour les kiwis? Ah, mais répondez-moi, mais vous parlez pas. Et vous êtes parti, je suis dans la merde. Très bon, ça, excellent. Je crois que ça faisait longtemps que j'étais pas allé sur ton blog. Tu continues quand même à l'entretenir depuis toutes ces années, finalement. Alors avec les newsletters, en effet, c'est quelque chose qui arrive plus souvent. Il est vrai. Je le fais au moins une fois par mois. Et j'essaye d'adapter mes chroniques pour Podcast Science. Donc assez régulièrement, on fait des émissions thématiques. Et donc j'adapte ma chronique dessus. Ce qui fait que on arrive à 1 à 2 billets par mois, ce qui est tout à fait raisonnable. Sachant honorable. qu'au début, c'était en 2009 un billet par jour. Un billet par jour? Oui. Donc déjà en 2009, t'avais assez de matière dans ta tête d'observation du vivant, d'anecdotes, de phénomènes, etc. pour pouvoir remplir pendant une certaine période, faire un billet par jour, quoi. Ouais, alors il faut savoir que sur le début du blog, les billets, c'était un peu comme mes pages Facebook et Twitter. C'est-à-dire que parfois, un billet, c'était Une voici image. une vidéo, voici une vidéo YouTube qui m'a plu, Ouais. regardez-la. Donc, ça ressemble un peu à mon contenu Facebook, Twitter actuellement, quoi. Et de temps en temps, peut-être une fois par semaine ou 2 fois par semaine, je faisais un truc un petit peu plus costaud. Même si au début, j'avais énormément de choses à raconter. Parce que il faut se mettre dans l'optique. Je faisais ça à la place d'écrire mon manuscrit de Bien thèse. sûr, évidemment. Donc, il y a énormément de choses à faire à part écrire son manuscrit de thèse. Ouais. T'as pas remarqué que quand des fois il y a un truc très important à faire, qui est primordial, qui est la tâche principale que tu dois faire à ce moment-là, tu retrouves vachement d'énergie pour faire plein d'autres trucs annexes, pas forcément inutiles, mais plus secondaires, on va dire. Moi, j'ai souvent cette sensation-là, moi. Ouais, non, alors je crois que c'est un phénomène en plus décrit et connu. Ah oui. Oui, Ça ça fait m'étonne partie de pas. la procrastination. Encore les neuroscientifiques, quoi. Ils me fatiguent. Mais je crois qu'il y avait un truc, une des astuces, c'était tu fais une liste, tu fais dans l'ordre du plus urgent au moins urgent, et tu barres les moins urgents, et tu fais seulement ce qui te reste. Oui. Et donc t'es là, je suis obligé de faire les trucs relous. Donc du coup, maintenant, donc depuis avant-hier, tu es aussi, tu es enseignant-chercheur. Donc tu n'es pas que vulgarisateur dans la vraie vie avant-hier, c'est ça, hein, parce que la thèse c'est tout frais, ça se voit. Les gens te voient faire des rototos, hein, je te le dis direct. J'ai pas roté. Moi j'ai entendu un bruit, mais après. J'ai tourné. D'accord. Une bière. D'accord, ok. Qui a fait un bruit de rototo. Je peux le reproduire si tu veux. Allons-y. Ah non, là ça fait un bruit de bière qui tourne. Là. C'était ça. Pas assez d'humilité, je pense. Cet épisode, cette émission est de moins en moins rediffusable au fur et à mesure qu'elle avance. On est d'accord. Mais bon, tant pis, je prends le risque. En rototo, je vais ouvrir ma bière. Ah, tu l'as pas ouverte encore? Bon, vas-y, écoute, fais comme si on n'était pas là, surtout. Ouais. T'inquiète pas. Quelle question je vais lui poser après? Donc du coup, ça va être compliqué. Voilà, on est de moins en moins nombreux sur ce live. Bien sûr. Je me suis dit qu'avant la fin de l'année, il faudrait que j'apprenne à ouvrir ça sans décapsuleur. Avec un briquet? Non, j'ai vu un mec, Mike Boyd, qui arrive à le faire avec un bout de papier qui fait en origami là et hop, comme ça. Là. Ah ouais. C'est classe, non? Ouais, ça, c'est un objectif secondaire ou prioritaire, tu penses, dans ton existence à ce Ça a l'air facile, donc ça va être prioritaire. Là, l'intitulé n'a pas l'air facile. Il y a quelques jours, j'ai appris à ouvrir une pomme en deux. Est-ce que je vous fais avec un couteau? Non, avec mes mains, comme ça, genre, bah. Ah ouais. Et est-ce que tu sais faire aussi le coup de l'annuaire qu'on coupe en deux? Parce que ça se faisait beaucoup dans les télés quand il y avait un magicien qui venait sur un plateau télé dans les années 90. Ma référence, c'est Satan, Satan Petit. Non, comment il s'appelle l'autre? Gérard Majax. Mais non, le gars dans Dragon Ball Z, celui qui dit qu'il a tué Cell alors que c'est pas vrai. Ouais, mais je suis trop petit moi pour Dragon Ball, moi. T'es trop petit. Qu'est-ce que tu racontes? Non, en vrai, j'ai pas trop suivi Dragon Ball. C'est ça, c'est Satan. Gabipédia, il dit. Oui, non, mais Satan, oui, c'est un nom qui me parle. Mais oui.
comment je suis censé enchaîner enfin, bref. Donc du coup, donc enseignant-chercheur, donc moi je me suis dit que quand même, qu'est-ce qui anime ton âme de vulgarisateur? C'est de la pédagogie, c'est vraiment l'amour de la passion, de la biologie, de la vie, du vivant, des trucs étranges. Ou c'est un peu tout à la fois, ou il y a rien de particulier, ou Je bug sur le fait que t'as mis un i tréma sur mon prénom. non, non, c'est le i qui. Oh putain, tu veux pas répondre à mes questions, merde. Ah voilà, c'est Hercule. C'est pas Satan, ça n'a rien à voir. Bon. Quoi? C'était quoi la question? T'es sérieux? Pierre, voilà. Oui, bah oui, bien sûr, je suis très, très sérieux. Bonjour, comment ça va? Oui, bah écoute, pas mal. Le petit Donc du bonhomme coup, en mousse. ça a commencé Tu fais quand la quoi? vulgarisation un peu? 2009. Donc, ce qui m'anime pour la vulgarisation, c'est exactement ce qui m'animait quand j'expliquais à mes copains des trucs de science, c'est que j'aime bien expliquer les choses. Ça tombe bien, c'est ce que je fais en tant que vulgarisateur, c'est ce que je fais en tant qu'enseignant, c'est ce que je fais très mal sur cette émission. Je vais devoir poser des questions très très compliquées pour vraiment te forcer à. J'ai prévu À des expliquer questions les choses. simples. Fais chier. Non mais voilà, Oui. en gros, c'est ce genre de choses qui m'intéresse, c'est d'expliquer les choses et d'avoir la satisfaction que quand tu expliques les choses, tu fais un petit peu un point sur tes propres connaissances déjà. Est-ce que j'ai Oui. compris? Tu expliques? Ah, j'ai compris. Ouais, Est-ce que tu as compris? Ah non, j'ai pas compris et tu recommences. Tu vois. je comprends ça. J'adore. Je comprends. Je suis comprends le délire. addict de ça, de lire des choses, de comprendre des choses et de les restituer parce que ça permet de encore mieux les clarifier. Ouais. Et puis Et à part avec ça, les j'aime bien partager les trucs dégueulasses et avoir les bien réactions des sûr. gens. Ouais. Normal. Heureusement qu'il a pas fait médecine, hein, je vous le dis. Mais, et en plus, quand tu fais ça, comme tu vois beaucoup d'étudiants de tout âge, de tout diplôme, j'imagine que t'as souvent des questions qui te mettent. Oh putain, je sais pas. Oh là, oh, bonne question. La question qui te fout à poil un peu de l'étudiant. Ah, j'ai pas prévu ça. Ouais, j'en ai eu très 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 souvent et très très rapidement dans ma carrière d'enseignant-chercheur, ce qui a fait que c'était idéal pour moi parce que ça m'a tout de suite remis mon ego en place. Il y a quand même une énorme part d'ego quand tu fais de l'enseignement, de la vulgarisation, et pour moi c'est salutaire. Ça m'a permis de comprendre. Genre, on n'est pas là pour te caresser dans le sens du poil. Tu vas te prendre des grosses vestes et Ouais. tu vas te prendre des grosses réalisations que t'es un nul. Et c'est pas grave, c'est pas ça l'important. L'important c'est ce que t'as compris, ce que tu transmets, si tu le fais correctement, Ouais. avec éthique. C'est intéressant ce que tu dis. En fait, depuis que j'ai commencé à vulgariser, j'ai pas entendu, enfin, j'ai pas entendu beaucoup de monde parler de gros égos. En fait, Ah ouais? En fait, pour moi, t'es vraiment la seule personne que j'ai entendu vraiment dire ça tel quel. On fait vraiment ça par ego, ce qui est assez vrai en fait. C'est très Alors, assumé chez toi, je trouve, et c'est bien. ouais, et c'est marrant parce que tu as raison, il y a très très peu de personnes qui le disent. Moi, je le dis depuis très longtemps. Et récemment, j'ai vu une vidéo de Syllabus Viviane sur sa chaîne secondaire C+, dans laquelle elle interviewe des gens. Et elle a interviewé Julien Bobroff, qui quand même se pose là en termes de qualité de vulgarisation et tout. Et lui, c'était limpide, et il l'a dit pour l'enseignement. Et j'étais là, bah oui, tiens, j'aurais pointé l'écran, genre, mais oui, oui, ce qu'il dit là, oui, le monsieur, il parle d'ego et tout ça, et c'est très, et ça m'a fait un électrochoc parce que c'est la première fois que j'entendais quelqu'un et qui pourtant est vraiment très très bien placé pour pouvoir justement genre, embrasser la méritocratie alors qu'elle n'a pas lieu d'être, et qui assume totalement de dire bah en fait oui, nous on fait ça aussi pour être star. J'ai un autre collègue, Patrick Laurenti, qui disait si je voulais pas si j'avais pas réussi à être enseignant-chercheur, je serais rockstar. Ouais. Donc c'est vrai, ça nous Ouais. il y en a beaucoup d'entre nous qui ont ça dans une partie du crâne quelque part. Ouais, c'est marrant. Donc, c'est vrai que j'ai donné un petit cours il y a pas très très longtemps. Et donc, comme c'est des fois, quand c'est les premières fois que je fais ces cours, les enseignants-chercheurs sont là pour assister
au cours que je donne, quoi. Et puis du coup, l'enseignant-chercheur, peut-être que tu le connais, c'est Denis Poinceau, il fait des statistiques, etc. Et en fait, il m'a parlé de ça justement, que c'est vrai que quand même le présentiel, dans l'amphi et tout, c'est bien, parce que dans l'amphi on peut donner de la voix, etc. On peut y aller, quoi. Donc il y a un petit plaisir d'art du spectacle. Voilà, Agatha sur le chat a reconnu Denis Poinceau, donc je travaille un petit peu avec lui. Et non, mais c'est intéressant d'en parler, parce que du coup, il y a ce côté, on veut se faire voir un peu, quoi. En fait, est-ce qu'on veut avoir l'air intelligent quand on fait possiblement voir moi je le fais pas pour avoir l'air intelligent. La plupart des gens savent très très vite où je connaissent la vérité. T'as bien entamé cette émission, t'inquiète. C'est autant que ma bière, donc tout va bien. Ouais, pas de souci. T'avais pas besoin d'alcool pour te détendre, si jamais tu en doutais. Oh, que tu sais. Il y a une façade, tu vois. C'est ça l'art du spectacle. Là, on va briser. Derrière, je suis fêlé. Oui, bien sûr, on va briser toutes les barrières, on va vraiment te repousser dans tes derniers retranchements pendant cette émission. Maintenant, tu vas me parler de la relation que tu entretiens avec ton père. Enfin, oui, c'est risqué parce que il est décédé depuis 2 semaines, donc ça peut être un peu risqué comme question, je vous l'accorde. C'est pas le cas. C'est pas le cas. On salue bien sûr les parents de Pierre. Moi, je voudrais revenir juste au blog un petit peu. Vu que tu as un peu tout exploré, du coup, tu as démarré, on va dire, donc tu m'as dit 2009, 2010. En vulgarisation sur Internet, il n'y a pas... c'est pas si... enfin, il y en a, mais j'ai l'impression que c'est beaucoup des blogs et c'est un peu plus confidentiel. Tu confirmes le diagnostic ou... C'est comment à l'époque, en fait? T'as pas compris? C'est le mot confidentiel que t'as pas compris? Non, qu'est-ce qu'il y en a? De la vulgarisation sur Internet. Ouais, en 2010, c'est assez restreint. En 2010, d'ailleurs. Okay. Oui, en 2010. Il écoute pas du tout ce que je lui dis. Il est zéro. J'ai pas compris. Articule. Ouais, bien sûr, ouais. Enfin, bordel de merde. Donc, en 2010, le Café des Sciences existe depuis 2006. Et en 2006, c'était que des blogs. Il n'existait pas de plateforme de partage de vulgarisation scientifique numérique autre que les blogs. Certains pouvaient s'essayer à la vidéo, mais à cette époque-là, il n'y avait pas YouTube. Donc tu faisais quoi? Tu mettais tes vidéos sur Real Player, super. Bien sûr. Voilà, Bien sûr. Ça ne marchait pas. Et tu pouvais faire du podcast. Il y en a un ou deux qui ont commencé à ce moment-là, mais c'était pareil, un hébergement hyper coûteux et tout ça. Des sagas MP3. Des sagas MP3, il n'y en avait pas beaucoup qui existaient en format scientifique. Donc les gens faisaient du blog. Ça a commencé à changer en 2010-2011. Moi, j'ai rejoint un podcast, l'équipe de Podcast Science en 2010, au moment de cette popularisation. Et ensuite, ça s'est totalement accéléré avec les réseaux sociaux. Il y a eu du microblogging, il y a eu les vidéos YouTube, et maintenant, avec une diversité de formats que je kiffe. Il y a du Twitch, il y a t'as même des formats maintenant et des shorts, etc. Donc ça s'est très très rapidement diversifié à mon plus grand plaisir, parce que j'en parlais tout à l'heure. Non, je disais, c'est bien quelque part, enfin, il y en a qui vont pas apprécier, mais voilà, mais c'est bien que YouTube, justement, ait perdu un peu son piédestal, là, et je trouve que ça révèle toute une diversité assez impressionnante, je trouve, justement, en termes de support, je veux dire. Ouais, ça révèle ça, et ça révèle aussi quelque chose dont on suspectait, mais pour lequel on n'avait pas véritablement des preuves, mais maintenant c'est officiel. Il y a une story aujourd'hui que j'ai vue de Viviane, encore une fois, encore elle, dans lequel elle montrait ses statistiques d'un même short qui a été partagé sur Reels, donc Instagram, les shorts YouTube et TikTok, 3 chiffres totalement différents, ce qui montre que on est véritablement à la merci des algorithmes si on cherche un public, et c'est pas du tout à la méritocratie, à la qualité intrinsèque. Sinon, ça ferait longtemps que la chaîne vidéo de l'envers de la blouse aurait percé dans les nuées. Ah, je ne sais pas ça, mais ouais. Non, mais oui, nous sommes assez dépendants de nos fournisseurs
nos plateformes en fait, tout simplement. Ouais. Bah, tu vois, à l'époque du blog, il y avait la Mhm. même problématique qui se posait, et c'est pour ça que le Café des Sciences a été fondé, pour pouvoir offrir à un moment où toutes les plateformes de promotion de la blogosphère existaient, il n'y avait même pas la catégorie science. Donc ça montrait Mhm. qu'il y avait un désintérêt, et à chaque fois, quel que soit ce genre de projet, il faut se battre pour que les sciences soient promues. Mhm. Fanny demande sur quelle des TikTok. plateformes, peut-être par rapport à c'est TikTok, ouais. Mm. Ouais. C'est vrai que je commence, je m'y suis pas mis en tant que créateur de contenu, mais je regarde un peu de TikTok. Et c'est vrai que quand même t'as des choses assez sympathiques. Tu peux domestiquer plus facilement TikTok que YouTube en termes d'expérience utilisateur. Vraiment, tu likes deux trois trucs et puis après. Mais bon, ça demande un petit. Ça se domestique. Mais je comprends que ça plaît. C'est pas. Tu vois, je veux pas être, tu sais, je refuse dans ma vie d'être un jour le gros boomer. Ça viendra, non, ça viendra certainement. Il y aura un moment où je dirais ça, c'est un truc de jeune, ça ça n'a aucun intérêt. Non, pour l'instant, j'en suis pas encore là, donc je me suis un peu mis à TikTok. J'ai mis longtemps avant de m'y mettre, mais je m'y suis mis. Je t'avoue que je comprends pas tout. Mais ouais. Non, ça se fait. Je te ferai un tuto. Il y a autre chose aussi par rapport à tout ça, c'est que t'es très je comprends, c'est vrai qu'il y en a qui disent ça va trop vite TikTok. C'est vrai, le cerveau est très sollicité à ce moment-là, faut reconnaître quoi. J'ai remarqué aussi que t'as quand même un goût prononcé. Donc t'as parlé du Café des Sciences, qui est donc l'association de vulgarisateurs très divers et variés. Voilà, il y a plus d'une centaine de vulgarisateurs et de vulgarisatrices qui sont regroupés dedans, blogueurs, podcasts, vidéos, etc. Mais j'ai l'impression que du départ, et tu as un goût prononcé pour les communautés en fait. Le fait que ce soit communautaire, les événements culturels autour de la vulgarisation, enfin, toi t'étais vice-président du Café des Sciences, tu disais à tout le monde, venez dans mon association, faites ci, faites ça, on fait un événement, on fait machin, tout ça. J'ai l'impression que c'est aussi une part vachement importante de ton histoire de vulgarisateur. C'est marrant que tu le dis ça, parce que c'est pas le truc qui m'a... Non, mais... T'as le droit de me dire que non, hein. Non, c'est intéressant, parce que je pense que c'est pas mon action habituelle de me rapprocher des communautés, etc. Au contraire, tu vois, genre... je fuis ça en IRL, tu vois, oui, assez fortement, mais je pense que c'est vraiment intrinsèquement lié au fonctionnement du Café des Sciences, qui m'a énormément plu, où j'ai trouvé vraiment une sorte d'émulation là, à vrai dire, il commence à avoir un petit peu trop de gens par rapport au moment où moi je me suis vraiment fortement investi, où il y avait 40 à 50 personnes. Ils sont pas beaucoup plus nombreux maintenant, doit être 100, hein, tu sais, c'est pas... 200. Non, moins. Non, ça a rebaissé, je crois. On demandera arbitrage. On redemandera. Ouais. À l'Assemblée Générale. Ça fait longtemps. Ouais, t'as raison. Ouais. Non, mais je suis d'accord que sous mon égide, on a passé la barre de 200, mais je crois que ça a baissé après. D'accord, ok. Pour moi, c'est plus de 230, mais pour moi, ça a baissé entre temps. On demandera arbitrage. Voilà. Mais en fait, que ce soit 100, 200, c'est énorme, en fait. C'est vraiment une communauté très large. Personnellement, je regrette que finalement, il y en a que 10 qui participent, mais sur les 100, donc ça veut rien dire, en fait, même 230, ça veut rien dire, en fait. Mais non, mais j'avais ce sentiment là que t'étais pas communautaire dans le sens, effectivement, tu fais tes activités de ton côté, tu te fais inviter à droite à gauche, etc. Mais je trouve que t'as quand même les deux pieds dedans, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Tu joues le jeu à fond, en fait, dès qu'il se passe quelque chose. En fait, c'est ça que je trouve. Donc ça encourage les autres. Tu vois, même très indirectement. C'est l'impression que j'avais eu en fait tout le temps. Je pense que c'est vraiment, encore une fois, lié spécifiquement au fonctionnement du Café des Sciences, et notamment à la liberté que j'ai eue de créer des communautés satellites. Oui. J'ai eu le feu vert de faire ça. Et je pense que c'est ça qui a fait que je me suis senti investi, parce que c'était moi qui les avais créés. Quand j'ai créé Strip Science et que j'ai créé Vidéo Science, vu que j'étais derrière le volant, il fallait pousser les gens, il fallait être moteur. Ouais. Et ça, vraiment,
Je pense pas que je l'aurais fait si on m'avait pas dit tu veux faire un truc avec des illustrateurs, go quoi. Ouais. Oui, donc c'est vrai que tu avais créé des satellites qui ensuite ont été phagocytés C'est ça. sous la bannière unique de Café des Sciences, mais quand j'ai rejoint... enfin, à la base, moi j'ai rejoint Vidéosciences, effectivement, en C'est ça. 2017, quelque chose comme ça. Et après j'ai été phagocyté. mais oui, mais ça devenait comme ça de créer. C'était pour créer des catégories, pour intégrer des nouveaux formats, des nouveaux médias, ou c'était qu'est-ce qui t'a motivé de faire Vidéosciences par exemple? Donc, Alors, ce qui regroupait, pour ceux qui n'ont pas compris, ça regroupait vraiment des youtubeurs, quoi, des youtubeuses en gros, qui faisaient de la vulgarisation scientifique. ouais, Vidéosciences, ma motivation, c'était de refaire Strip Science. Strip Et Science, donc Strip Science, vas-y. ma motivation, c'était tout simplement le fait que à cette époque-là, il y avait deux choses. Un, il y avait des blogs hyper populaires dont le contenu, je trouvais, avait sa place sur le Café des Sciences. C'était par exemple le Boulet Corp ou le blog de Marion Montaigne. Ouais. Et je savais derrière ça que si je leur disais venez rejoindre le Café des Sciences, eux n'y verraient absolument aucun intérêt. Ouais. Donc je me suis dit c'est pas la bonne manière. Parce que normalement le Café des Sciences, tu fais ta demande pour pouvoir être agrégé, tu candidates. Et je dis si on fait ça, c'est dead, on les aura jamais. Donc j'ai dit what if on fait une petite communauté à côté dans lequel je mets ensemble des blogueurs, des vulgarisateurs et des illustrateurs. Est-ce que ça, ce petit microcosme, ce serait pas quelque chose de bien pour créer des collaborations, deux, éventuellement trouver à faire de l'événementiel, c'est de Strip Science qui est les idées des émissions radio dessinées, qui existent sur le podcast Science, etc., et qui se sont popularisées, donc du live sketching pour pouvoir dessiner en même temps que des événements scientifiques. Et ça, voilà, ça a été le ciment. On m'a dit ah oui, t'as raison, c'est bien, vas-y lance-toi. J'ai lancé Strip Science sur cette idée-là, quoi. Ok. Et donc après, au bout de 2 ans d'existence de Strip Science, j'ai vu qu'il y avait des vidéos, je fais ah ben, on va faire la même chose. Et bah allez. Et ben ça s'est pas passé exactement comme prévu. Ça a explosé, j'étais là ah d'accord, en fait ça a rien à voir en fait. Oui. C'est pas le même public, c'est pas les mêmes créateurs, c'est pas les mêmes ambitions. Généralement j'ai été pris de court. Oui. Ah, c'est-à-dire que ça t'a dépassé un peu, c'est foutu vidéaste, foutu youtubeur. Bah, ça m'a dépassé dans le sens où je ne m'attendais pas à une professionnalisation. Ah oui. En moins d'un an. Oui, c'est vrai que c'est. Non, faut reconnaître que ça a été super rapide. Il y a des gens qui dégageaient. Ils étaient là. Ils dégageaient un SMIC déjà et tout. Et ouais, t'étais là genre, mais qu'est-ce qui se passe quoi? Ouais. Non, mais c'est vrai que ça a pété très très vite. Ouais. Pierre, si tu veux bien, on va enchaîner un peu. Alors c'était très intéressant, hein, bien sûr. J'ai envie qu'on parle du commentaire. Enfin bon, on s'en foutait là. Donc ça commençait un petit peu à laguer cette histoire. Hein. Ça commençait à devenir très chiant. Et donc, si je peux me permettre d'être un peu désagréable, on va passer à un autre sujet. Non, j'avais envie quand même qu'on parle un peu de biologie, quoi. Merde, je sais pas ce que t'en penses. Je pense que non. non, voilà. Donc sans transition la suite. Enfin, si transition désagréable puis la suite. Oui. Bon, tu as quand même créé pas mal de contenus divers et variés qui sont centrés sur ton amour du vivant, j'ai envie de dire, ou du vivant dégueu aussi. Du vivant dégueu. Ouais. Parce que mon amour du vivant, moite-moite. Hein. C'est vrai. Moi, je suis pas wapiti ou je sais pas quoi. Hein. Putain, j'arriverai pas. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Je suis pas wapiti. Je sais pas. Qu'est-ce que t'en lis? Je sais pas, qu'est-ce que ça t'évoque? Non, disons que moi, j'ai pas eu de formation zoologie, etc. La plupart des gens pensent que j'ai eu ça, mais en fait, à la base, je suis généticien, très fortement. Donc j'ai eu un cursus de biochimie, ensuite. Oh putain, c'est pas vrai. Oh mais putain, mais je savais pas. Voilà. Je sais, j'avoue. Après, j'ai fait ma licence de génétique. Donc voilà, ça c'est oui, bon, voilà. Et donc j'ai appris
tout ce qui était zoologie, écologie sur le tas. Ouais. Ce qui fait que c'est très très récent. Et donc la plupart du temps, je partage des choses que j'apprends en très peu de temps, quoi. Tout ce que je connais en entomologie, je l'ai appris sur le terrain pour l'enseigner. Donc Ouais, vraiment, oui, moi, mon d'accord, lien, tu vois, j'apprends, j'enseigne, j'apprends, j'enseigne. Et c'était très très vite. Alors que bon, la génétique, la biochimie, ça devrait être quelque chose de plus ancré, et ça me fait vite chier, en effet. Bah, en tout cas, les gens ont réagi assez négativement à ton annonce de biochimie. Enfin, je savais pas que les biochimistes étaient autant détestés. Bon, enfin, bon, peu Mais importe. moi, je vous propose, on va faire un petit live d'Enzimo. Ça vous plaît? On va faire des sigmoïdes, là. Moi, On va voir. moi, après, tu te fais ta chaîne si tu veux, mais là, je veux dire, moi, j'arrête le stream, j'ai qu'un bouton appuyé, donc ne nous la menace menace. pas de. Ça, c'est un ultimatum. Ça. Non, mais par contre, ce qu'on pourrait faire un jour, c'est en live, si tu veux, on pourra faire une tier list des sous-disciplines de biologie, voir qu'est-ce qui est mieux, qu'est-ce qui est, tu vois, ça pourrait être sympa. Enfin, si tu sais ce qu'est Moi, une je fais une tier list, évolution. voilà. Évolution, Parce que, ouais, c'est. Rien n'a de sens si ce n'est à la lumière de l'évolution. Et hop, je bousille tout le monde. Oui. C'est ouais, bon, t'es pas bon. Alors, j'étais retourné à mes questions de départ, mais qui es-tu? Non, pas du tout. Pierre Kerner. Donc je suis ouais, enseignant-chercheur à l'Université Paris-Cité et à l'Institut Jacques Monod. bien J'ai sûr. créé mon blog en 2009, il s'appelle Strange Stuff and Funky Things. On peut aller le voir tout de suite. Voilà. Regardez. Incroyable. Superbe blog. Voilà. On va recliquer sur un. Bonjour, Plomb. Voilà. Super. On est. Ils on est entendent ravis. les gens ou ils entendent pas? Oui, oui, ils entendent là. Ouais, ils entendent. Je pense même que ça leur casse les oreilles. Et bien sûr, Plomb 29, qui vient du Finistère, bien sûr, nous te saluons. Donc Pierre, biologie, t'as sorti quand même pas mal de choses, et l'une des premières choses... C'est des conneries. non, ça va. Là, pendant l'émission, oui, mais voilà. Donc t'as sorti un livre il y a quelques petites années maintenant, ça fait pas si longtemps, c'est sur les parasites. Moi, parasites, c'est vrai que je l'ai pas mis en décor. J'aurais pu le mettre en décor. J'ai envie de dire, est-ce qu'au moins Je tu sens peux bien nous fait, expliquer rapidement ce qu'est un parasite quand même, histoire que pour la suite de la discussion, ça va... Ouais, ça marche. C'est facile de résumer rapidement, je pense, ce qu'est un parasite. Les gens ont déjà une petite idée, mais autant que ils ce soit ont dit par la souvent- bouche du maître. En effet, et ils ont souvent une idée de merde. Donc autant clarifier tout de suite les choses. D'accord, mais vas-y, sois Bonne désagréable avec mes abonnés, surtout pas de problème, c'est pas toi qui... Ouais, bien sûr. N'importe quoi celui-là. Non mais il est complètement Donc, inconscient. les parasites. Les parasites, ce sont des espèces, donc des organismes, qui tirent un profit aux dépens de leur hôte, avec qui ils entretiennent une relation étroite, de longue durée, une interaction dite durable. Tout à fait. Est-ce que tu aurais un petit exemple à nous donner pour que ça... Un exemple commun pour les gens? Ou non, ouais, fais comme tu veux. N'importe lequel. Moi, je vais te poser une question. D'accord, Pour toi, bien le sûr. moustique, parasite ou pas? Non, non, comme ça je dirais non. Plutôt non. Alors que la plupart des gens disent volontiers oui. Pourquoi? Parce qu'on dit que c'est un nuisible. Il est gênant, il est nuisible. On va le considérer nuisible, mais non. En Pour fait, moi, oui. pour ceux qui font des grosses catégories, etc., ils rentrent plutôt dans la catégorie des microprédateurs. Et il y a un lien entre parasitisme et prédateur, c'est le mécanisme de l'exploitation. Et en fait, quand tu comprends ça, qu'il y a un lien entre prédation et parasitisme, normalement, ça t'ouvre un tout petit peu des perspectives très très différentes, parce que tu vois en fait que c'est une sorte de continuum. La tique, par exemple, ou la puce, bah, il reste un peu plus longtemps associé avec son hôte. C'est des micro-prédateurs, mais qu'on va dire statiques. Donc on va plutôt volontiers leur dire, bon, c'est entre le micro-prédateur et le parasite. Le pouls, bah, il reste localement, donc là, on va dire, ah oui, il y a une vraie interaction durable. Et c'est là où tu t'aperçois que essayer de faire des catégories, c'est bien, parce que ça permet de clarifier, mais ce sera à travers la recherche de contre-exemples que tu vas pousser un tout petit peu dans tes retranchements et mieux définir les limites de ce que tu essaies
d'entrevoir. Oui, je suis d'accord. C'est une grosse faiblesse de la biologie, ça, de tout mettre sans arrêt dans des boîtes, et à force de prendre cette habitude, on a du mal à en sortir. Et après, tu apprends l'évolution et t'es comme un con. C'est ça, bah, tu vois, alors, moi, mes étudiants, ils en peuvent plus de moi parce que le premier cours, je leur fais, bon, voilà, donc ce que je voudrais apprendre, c'est la phylogénie. On va classer les organismes Ouais. dans des boîtes qu'on appelle les espèces. Première leçon, les espèces, ça n'existe pas. Oui. Oui. Et tout ce que je vous dis, ça sert pas à grand chose d'un point de vue véritable Oui. description. Mais je pense du que vivant. si tu expliques ce que sont les espèces sans dire que ça n'existe pas, moi je trouve que t'as mal expliqué ce que sont les espèces. On va certainement y venir, mais c'est intéressant. En tout cas, les gens se sont pas fait avoir par l'exemple du moustique. C'est vrai que le fait qu'il soit nuisible et vecteur de maladie, c'est vrai que ça donne cette impression, mais voilà. Donc là, j'ai eu une petite goutte de sueur là quand même, parce que si tu pouvais ne pas trop me poser des questions, ça me met dans une relation de soumission par rapport à toi, que c'est très désagréable. Je suis enseignant-chercheur, c'est... oui, je sais, mais je suis pas étudiant. Déformation postérieure... Postérieure, déformation postérieure. Ah tu veux nous montrer ta déformation postérieure? Bien oui, sûr, écoutez, mais alors, du coup, pourquoi les parasites? C'est que ça te fascine? Qu'est-ce qui t'amène aux parasites dans ta petite vie? Alors, pourquoi les parasites? Les parasites, le livre vient du fait que j'ai été démarché par Belin après avoir fait une première participation au livre La science à contre-pied. Ouais. C'est Laurent Brasier qui est venu me voir, il a fait « Ah, tu as un super blog, on devrait adapter des choses en livre. » On a réfléchi 5 secondes, qu'est-ce qui est le plus développé dans mon blog? Le plus adaptable en livre, c'était la rubrique parasite. Si tu regardes à peu près à l'heure actuelle mes différents livres, ce sont des rubriques de mon blog. Retour vers le paléo, il y avait une... tu vois, j'adapte. Ouais, tu recycles en fait. C'est exactement ça. Non mais tant mieux, c'est très bien. Recycle dans la phrase cycle vertueux, cercle bien vertueux. sûr. Mais attends, mais le recyclage c'est pas négatif. C'est très important dans la vie de recycler. Donc non, j'ai pas de problème avec ça. Donc d'accord. Mais moi ce que j'aime bien avec les parasites, c'est ce côté un peu hacking de la vie, de l'espèce qui va profiter d'une autre. Moi j'aime bien ce principe-là. Et alors du coup, je vais te poser une question parce que je te l'ai jamais posé, mais les virus, parasites ou parasites? Parasites par excellence. On peut pas faire plus parasites que les virus. On est d'accord. On est gêné parce que c'est à l'échelle cellulaire, mais sinon... Je vois même pas pourquoi il y aurait une discussion. Mais bactéries pathogènes, parasites, enfin il n'y a pas de... Enfin, non, c'est vrai que ça c'est important. Oui, toutes tu vois. les bactéries pathogènes ne sont pas parasitaires. Il y en a certaines qui sont amensales, c'est-à-dire qu'elles ont un effet néfaste sur leur hôte sans qu'elles en tirent un bénéfice. Oui, d'accord, ce que tu veux dire. Parce que sinon, une bactérie, n'importe quelle, celle qui te refile la grippe, elle est à l'intérieur de toi, elle fout le bordel, et puis elle s'installe, et ça lui permet quand même de se propager, de faire sa petite vie de grippe, etc. Mais ou de rhume, ou de bactéries, ce que tu veux, ou la diarrhée, peu importe, quoi. Mais rhume et grippe, c'est deux virus. Oui, c'est vrai. Oui, non, mais je pensais à un petit truc, une petite bactérie, quoi, une petite, une petite diarrhée, quoi, une petite diarrhée. Ouais, diarrhée, c'est une valeur sûre. Une diarrhée bactérie. Ah, on a des gens qui partent là, qui commencent. Je pense que c'est le mot diarrhée. Je suis désolé, on va passer à autre chose. Mais voilà. Bon, au moins comme ça, vous êtes fixés, vous arrêterez de nous poser la question sur les virus. Diarrhée, tu vois, c'est. Laissons dire, on allait commencer à rentrer dans le sale. Peut-on considérer c'est pas moi, hein. Peut-on considérer le parasitisme comme une symbiose déficitaire pour l'un des deux? C'est une question de Daddy Dude. Oui, c'est une très bonne remarque. Symbiose, littéralement, stricto sensu, ça veut dire vivre avec. Donc, le parasitisme, c'est, pour la très très grande majorité des cas, une symbiose. Donc, on appelle ça une symbiose parasitaire. Il y a des symbioses mutualistes. Et il y a des symbioses commensales,
Par exemple, vous avez des bactéries dans votre microbiote qui vous font ni chaud ni froid, qui vous servent à rien, et elles, ce sont des symbiotes commensales, avec qui vous C'est les voisins, quoi. partagez, voilà. Ouais, c'est comment on appelle ça? C'est la coloc dans lequel Ouais. vous en avez rien à foutre du coloc, quoi. Oui. C'est ce qui est pas très sympa d'ailleurs. Mais c'est des gros sujets, ça, le microbiote intestinal. On diagnostique des maladies avec ça. Donc c'est un gros sujet. Pierre Caner est super intéressant, merci pour cela à vous deux. Mais ce n'est pas fini en fait. Non, restez. Mais non, marre, tu vois, genre, c'était super intéressant. C'est fini, hein. Alors, l'article dit vivre en parfaite harmonie champi, algues, lichen. Il s'avère Oui. que la plupart des études qui se sont intéressées à cette symbiose mutualiste, déjà, elle est très très souvent pas identique de lichen à lichen. Et il y a certains où on suspecte le lichen, c'est-à-dire le champignon, de vraiment parasiter les organismes photosynthétiques qu'ils gardent à l'intérieur. Donc ils sont un peu piégés et peuvent plus sortir. Ah oui, c'est vrai que parce que la symbiose vraiment pure, c'est les deux sont indispensables, enfin les belligérants sont indispensables les uns pour les autres, ne survivent pas. Moi j'ai appris ça comme ça, ne survivent pas l'un sans l'autre, quoi. Ça se discute. Parce que ça, on appellerait ça la symbiose obligatoire. Ouais. Mais toutes les symbioses ne sont pas obligatoires. Bien sûr, oui. Donc là, mais moi, tu vois, j'ai vu ça il y a longtemps, et c'est vrai que là, c'est difficile de sortir des boîtes. Et apparemment, c'est quand même difficile de voir l'équilibre tel qu'il est entre deux espèces. Surtout que j'imagine que est-ce qu'il est possible que lors du cycle de vie de ces espèces, dont l'une est parasite de l'autre, où il y a des moments où elle est moins parasite, des moments où elle est plus mutualiste, donc elle apporte plus d'avantages, etc. Est-ce qu'il y a des changements au cours du cycle de vie comme ça, où on peut passer un peu de parasite à quelque chose d'assez neutre ou commensal, comme on disait tout à l'heure Bah c'est vraiment c'est très 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 difficile en fait de jauger l'aspect négatif entre un parasite et son hôte, et donc la plupart du temps on a un biais, ça démarque plus du biais de l'observateur que de véritablement ce qui se passe. La plupart du temps, par exemple, avoir un ver solitaire, la très très grande majorité des gens vont dire bah j'ai un ver solitaire, j'ai un parasite de base, Oui. j'ai un truc qui gigote dans mon cul, c'est fini, c'est un Oui, parasite. c'est bien sûr. Et si tu réfléchis véritablement au tort, et le truc c'est qu'en biologie, le tort c'est dans une perspective évolutive, c'est-à-dire de transmettre tes gènes, bah là c'est difficile quoi de jauger si un ténia ça a véritablement un impact négatif sur ta survie et ta capacité de reproduction. Il y en a même certains qui disent que ce sont des bioaccumulateurs de toxines. Et donc c'est tant mieux parce que c'est ça le vrai régime détox, c'est d'avoir un ténia. Ça fait vraiment un super scénario de série policière. Il a survécu au poison qu'on lui a administré parce qu'il avait un ver solitaire, tu vois. C'est pas mal ça, un truc comme ça. C'est pas mal. Ouais. Tu notes. Mais j'aime bien ton enchaînement parce que on fera si tu veux, on fera une nouvelle policière avec que des énigmes de biologistes dedans. Ce sera très bien. Ça me paraît bien. Voilà, ça me paraît bien. Mais c'est bien que tu parles du ténia parce que j'ai préparé des questions à l'avance. La question dont je suis plus fier, c'est est-ce que t'as déjà eu un parasite? On a tous des parasites, c'est pas la peine de rigoler. Non, mais un bien, quoi. Genre, j'ai eu le ver solitaire, j'ai eu, j'en sais rien, moi, un truc un peu... Je sais pas, ma mère, elle m'a dit que j'avais eu des vers dans le cul, mais... Tu sais, les oxures, là. Ah oui! Ah, moi aussi! Je m'en souviens pas, ça. Bah attendez, on va chercher, on va vous montrer ça, parce que, effectivement, il y a des gens qui savent pas. C'est assez atroce, hein. Enfin, atroce, non, c'est la vie, quoi, écoutez... Non, voilà, on a tous eu un rhume, on a tous eu... moi, j'ai eu le Covid 2 fois, j'ai eu des parasites, quoi. Ouais, oui. Non, mais les virus, ça compte pas. Un gros parasite, si tu veux. Un gros parasite, je sais pas. J'ai eu... Un truc qui se voit à l'œil nu, quoi, tu vois. Non, j'ai eu un truc assez fou. J'ai eu un parasite imaginaire. C'était un des chapitres qui devait atterrir dans Moi Parasite. Mais j'ai eu un moment de panique, une nuit, parce que j'avais eu une démangeaison dans le pied. J'étais en plein dans la rédaction de Moi Parasite,
Et vraiment, j'avais lu un chapitre, genre la veille, qui m'avait vraiment dégoûté. Et il en faut quand même pour me dégoûter. Mais là, t'as fait un cauchemar. truc. Et j'ai fait un cauchemar et vraiment, j'étais prêt à me cisailler le pied, quoi. J'étais sûr, j'adore, mais j'ai un truc dans le pied là, je te dis. Voilà. C'est sa femme en pleine nuit qui devait être contente. Ah, elle était ravie, elle était la joie, t'imagines? T'es réveillé, genre. Chérie, je te jure que j'ai un parasite dans le pied, regarde. Par contre, elle, pour le coup, elle a eu une tique sur la tête. T'es sûr que on n'est pas, enfin, j'ai demandé tes parasites à toi, parce que ta femme, enfin, ça me gêne un peu, quoi, tu vois. Ah, si elle est consentante elle est consentante, c'est bon, ça va. J'ai le droit de dire. C'était un moment héroïque où c'est moi qui lui ai enlevé, donc. Ah, cool, bah, vas-y, raconte. Bah voilà. Ok, super. Donc oui, les oxures qui sont un petit ver, c'est notamment pour les enfants. Donc c'est un parasite des intestins, quoi, de votre de votre tube digestif. Et il se trouve que les femelles viennent pondre au niveau de la marge anale, donc au niveau de votre sortie arrière, quoi. Et en fait, pour ça, elles vont donc percer un petit peu la peau, et donc ça gratte, et donc ça fait ça beaucoup aux enfants, voilà, et particulièrement la nuit, voilà. Ouais. C'est ça qui est fou. Non, c'est vraiment, c'est restreint à la nuit. Ça veut dire que, alors qu'ils voient pas la lumière du jour, ils sont quand même dans le conduit digestif. Ils ont un cycle circadien, c'est-à-dire ils sont capables de détecter l'alternance de jour-nuit. On sait pas trop exactement comment ça se passe. Et la nuit, ils vont te percer le cul pour que ça te gratte. Et donc les gamins se grattent et leurs œufs, les œufs de ce ver se retrouvent coincés dans les ongles. Oui. Prêts à être partagés au premier à l'école, voilà, parce que les enfants étant d'une propreté irréprochable, c'est bien connu, vont ensuite porter leurs doigts à leur bouche et puis tout toucher, puis reporter leur... Enfin bon, bref. Et du coup, ça se transmet comme ça de génération en génération. Moi, j'aime bien ce côté à chaque fois, ces espèces parasites qui profitent de nos comportements, de ce genre de choses pour... Mais il n'y a pas que les enfants, je suis d'accord, mais oui, il n'y a pas que les enfants qui ont on l'a vu, hein, qui ont des comportements inadéquats. C'est vrai, on l'a vu. Ils ont une excuse, les enfants, en fait, donc. C'est ça. Ouais. Non, la manipulation comportementale, ça c'est un des trucs les plus fous du parasitisme, et c'est un des attraits que j'ai voulu développer dans Moi Parasite, et une des raisons pour laquelle j'ai écrit ce livre, quoi. C'était la motivation, enfin le what the fuckisme est assez énorme, et je ne cesse de m'esbaudir. Ouais. Oui, en plus, toi qui as un attrait pour énorme pour l'évolution, c'est vrai que là il y a quand même une sacrée accointance, on va dire. Ah ouais, non mais c'est complètement dingue. Et si tu devais choisir un parasite à avoir que t'aimerais justement pour l'expérience, t'es pas ce genre de scientifiques qui ont envie de tester des trucs justement pour de vivre la chose, pour vraiment vivre sa vie de scientifique, genre j'aimerais absolument avoir un ténia pour voir comment ça fait. Je sais que cette question est super bizarre pour les gens qui nous écoutent là, mais pour nous c'est une discussion de biologiste normale, hein. Ouais, mais là pas du tout, vraiment pas hypé. Non, c'est pas ton... Ça ferait une super vidéo pourtant. De se contaminer avec un parasite, de faire une sorte de journal de bord. Bouffer des trucs dégueulasses, ouais. Tu vois, genre par exemple quand on a fait la vidéo avec Marie sur la croûte de la mimolette vieille dans lequel il y a les sirons, les petits acariens, je suis à fond. Manger des trucs dégueulasses, je sais pas pourquoi, ça, même vivant, j'y arrive. Mais alors, s'auto-infecter avec des parasites, ça me dit pas. Je me souviens très très bien, j'avais partagé ça. Il y a un gars qui était tout content parce qu'il a eu justement une larve alors ça s'appelle botfly en anglais, mais sont des asticots qui sont dans la peau rien que de le dire, moi j'ai des sueurs froides qui sont dans la peau des gens, et donc l'asticot il va pousser, grandir, et parfois il peut atteindre genre 1 à 2 centimètres, et hop, sortir. Et il y a des gars qui sont mais tellement contents d'avoir ça. Je pense que ce serait le pire. Tu l'entends en fait, en fonction de l'endroit où c'est. Tu l'entends gratter.
Ouais, C'est dégueulasse. ouais, là c'est chaud quand même. Comment ils sont contents de quoi exactement, je veux dire? Pour eux, c'est un peu comme une naissance, tu vois. Ils participent au développement de la larve. Ils donnent d'eux-mêmes, Ah littéralement. ouais. Et moi, dans le genre, j'ai vu une vidéo qui était beaucoup plus mignonne. C'est quelqu'un qui couve un œuf de canard. Tu vois, qui t'a donné naissance dans l'idée de donner naissance à quelque chose. Je trouve ça Mais un il peu se fout dans le plus fion, poétique, tu vois. Non. Non, Alors. non, pas sur le front, il se le met sur le ventre, zone la plus chaude, il construit un petit... Ah, bah oui, mais euh, j'avais mis ouais. le diamant mandarin, ça doit être le même gars, non? Ah, je sais pas, peut-être. Là, c'est un canard, il se colle un truc sur le ventre avec une ceinture pour l'avoir jour et nuit. Et puis, et en fait, la vidéo est super cool parce qu'au bout d'un moment, il l'entend cacter et tout. Bon, voilà. Et du coup, après, il a un canard. Voilà. Tu voudrais pas faire ça? Non. Non. Bon, d'accord. Je te sens un peu frileux. Et pourtant, en même temps, aventurier. J'ai du mal à te comprendre, mais bon, c'est pas... Cette émission ne s'appelle pas le divan. Non, c'est pas un parasite, le canard. Là, on mélange les gens. Ouais. Oui, ça ferait une belle émission sur la TNT, ouais, ça, clairement. Pour la suite de ton parcours, t'as fait des choses un peu sur... c'est un truc dont je veux absolument te parler. Et c'est par rapport un peu à l'insolite dans le vivant. Tu vois, il y a des espèces insolites, des trucs marrants, des trucs voilà, qui sont un peu extraordinaires, etc. T'as fait Nature Secrète avec Patrick Beau. Ouais. Voilà. Belle aventure. Voilà. Et puis bon, les parasites aussi en soi, voilà. Mais tu trouves pas qu'il y a un truc un peu en ce moment, ça fait un moment que ça se développe. Il y a toujours une nouvelle espèce star, tu vois. Le blob, le tardigrade, l'axolote dont on n'entend plus jamais parler. Voilà, un petit peu le paresseux, vite fait. Attends, l'axolote. Oui, mais c'est cyclique en fait. Mais on en a beaucoup parlé, tout le monde s'en occupait, moi-même, hein, je plaide coupable. Voilà, le blobfish, etc., qui sont, toi, c'est dans la bannière hein, pour. Voilà, on ne se lasse pas de la page de son blog. Voilà, le blobfish ici, voilà, très beau, qui est même son mince, j'ai caché, même petite animation de blobfish. Voilà, mais t'aimes bien ça? Je sais pas comment poser la question du tout. T'aimes bien les espèces un peu insolites, les trucs un peu à la con comme ça? Moi, je trouve que c'est un peu l'arbre qui cache la forêt des fois, tu trouves pas? Je suis très client de ça. Parce que, comme tu l'as dit, c'est cyclique. Et très très vite, si tu joues le jeu de chercher des espèces qui surprennent, tu vas retomber sur les mêmes espèces. Tu vois, tu vas retomber sur le blobfish, tu vas tomber sur l'axolote, etc. Pour Nature Secrète, ça a été véritablement un enjeu. Ouais. En fait, de répondre à ce cahier des charges, surtout avec Patrick Beau que j'ai connu à l'époque des blogs. Il avait son tout à blog fait, Axolot, et sur lequel lui aussi il faisait des collections d'organismes. Et il y avait à cette époque-là, un petit challenge. On va trouver l'espèce que personne n'a entendu parler. Donc au début, tout le monde tombait un petit peu sur pareil. On va mettre un aardvark, on va mettre un paresseux, etc. Et au fur et à mesure, il faut gratter, quoi. Mmh. Et moi j'aime beaucoup parce que c'est une autre manière d'appréhender la diversité du vivant. C'est essayer de trouver des nouvelles espèces qui sont vraiment pas communes, quoi. Ouais. Et pour moi, c'est un bon prétexte de, tu vois, genre, je vais trouver une espèce de mammifère que je connais pas. Je vais trouver une mouche chelou. Et cette quête-là, elle me plaît. Il faut dépasser le recyclage. Mais une fois que tu te donnes cette mission, t'es obligé de trouver des espèces intéressantes, quoi. Ouais. Moi, je comprends l'intérêt du truc, mais ce qui me gêne, c'est un peu l'extension de ça, on va dire le côté un peu pessimiste. Moi, tu me connais, hein, je suis pas un naturel optimiste, mais tu sais, c'est un peu le phénomène où tu demandes à un enfant une espèce qu'il connaît, il va te dire le lion ou la girafe, et puis ça c'est quoi? J'en sais rien, c'est un chevreuil en fait, il habite à 50 mètres de chez toi. Tu vois, ce rapport-là au truc de toujours exceptionnel, alors qu'on a des choses qu'on considère banales, et qui, je pense aussi, on leur parle d'exceptionnel. Je veux dire, un hérisson, par exemple, c'est mignon marron, et je dis pas ça parce que les gens l'ont parlé dans le chat
Je l'ai cité parce que monsieur invente des mots dans la langue française, carrément. C'est, voilà, mais, voilà, directement, voilà. Mais le hérisson est marrant, c'est un truc banal, il est bourré de parasites, il fait du boucan comme c'est pas permis quand il bouffe, enfin, des choses comme ça, voilà. Tu viens de le dire, en fait. Si tu veux réenchanter les choses qui t'entourent et qui te semblent prosaïques, tu cherches 2-3 petites informations, et t'es là, tu l'as dit, le chevreuil. Bon, les gens savent pas. Diffuse l'aboiement d'un chevreuil. Ouais. Est-ce que les gens savent que c'est un chevreuil, ça aboie? Moi, la première fois que j'ai entendu ça, je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Voilà, le terme vraiment, c'est aboiement d'un chevreuil, en fait. Oui. Donc, non, on peut. C'est l'avantage du live, c'est qu'on peut écouter la rediff, ça coupe. Alors, aboiement chevreuil. Alors, aboiement du chevreuil.wmv 11 septembre 2010, tiens, pour fêter ton... Ah non, c'est plus tard, voilà, attention. Alors, attention, accrochez-vous. Oh là, oh, ça fait envie. Alors, il y a un petit suspense dans la vidéo. En tout cas, j'aime beaucoup ce... C'est une vidéo d'horreur VHS, en fait. Ouais. Si, on l'a. On l'entend bien. Ouais, on l'a eu. J'aurais dû te mettre le lien pour que tu puisses... Non, mais c'est vrai que t'as pas le son. Ah, c'est pas grave. On dirait un corbeau, en fait. Non. Si, on dirait un corbeau. Un corbeau qui aboie, alors. Oui. C'est vrai que ça fait un bruit bizarre. Ouais, on dirait un peu un corbeau, hein. Mais je t'envoie la vidéo pour que tu puisses entendre le son en même temps. Bon, bah voilà, si vous le saviez pas, je vous mets la vidéo, bien sûr, je vous le mets dans le chat, comme ça tout le monde peut aller cliquer et voir le... Voilà. Mais oui, il y a un petit côté corbeau, quand même. Après, c'est 2010, hein, ça a pu changer entre-temps, bien sûr. Tu veux dire l'espèce, elle a changé? Ouais, bien sûr. Bah, y a pas... Remplacé. Ah, oui. Ça a pu changer. Voilà, c'est... Et puis, d'après le nom de la chaîne YouTube, c'est les chevreuils de Corse, ça. Feliciaghi, c'est la Corse. Mais, bref. Donc, merci pour ça. Mais, c'est vrai qu'on avait ce truc, là, dans les émissions récemment, on regardait les animaux qui nagent aussi. Il y a énormément d'animaux qui savent nager. On a regardé le paresseux qui nage. Ça, je pense que ça t'a pas échappé. Qui nage très bien. Ouais. Et qui nage extrêmement bien. Il nage beaucoup mieux qu'il ne marche d'ailleurs. Ouais, mais et avec plutôt une belle brasse. Une belle brasse, etc. pour rejoindre sa femelle et tout. Voilà, il gère bien. Donc il y a plein d'espèces qui nagent. Et en fait, c'est toujours marrant à regarder. Et puis il se dit, ah, je savais pas. Vous avez vu les chauves-souris? Ah oui, j'avais vu aussi la chauve-souris qui nage. Pas mal, hein. Ouais. Bon, elle, par contre, est en détresse. Hein. Ça se sent que ça va pas rester sous longtemps comme ça. Ouais. Alors attends, Bat Swimming. Je vais avoir une de ces quantités de montage, les cocos. C'est cadeau. Voilà, oui, le Swimming Bat. Oui, c'est vrai qu'il y a un petit... Oh, ça va, c'est géré quand même. Mais on n'est pas loin de la brasse coulée quand même, c'est vrai que... Ouais, c'est exactement ça. Alors, je suis pas sûr de savoir faire, là. Et en plus, comme les gens sont sur l'autre rive, c'est vrai que du coup elle a peur. Attends, est-ce qu'on peut refaire depuis le début? Et en même temps, je chante Batman. Bien sûr. Est-ce que tu peux le monter, ça, avec le générique de Batman? Ah oui, je pourrais rajouter le générique de Batman, et puis... Bah, tu veux chanter quand même? Pour les gens qui sont là, Attends, j'ai pas lancé. Bah, tu te déranges. Non, vas-y, chante. Non, mais j'avais la voix éreintée, ça marche pas. Batman! 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 Tu chantes pas avec moi? Bah, t'as dit que, je sais pas, je te laissais faire. Je pensais que c'était... Est-ce que tu peux chanter le petit bonhomme en mousse? Le petit bonhomme en mousse. Mais ça va pas trop avec la chauve-souris, je trouve. Moi, je trouve que c'est parfait. C'est parfait. Voilà. Tu te sens obligé de me faire n'importe quoi, en fait, c'est ça? Oui. On va remettre... oui. Mais elle nage pas si bien, elle nage pas si mal, mais au contraire. Mais effectivement, elle fait demi-tour parce que il y a des cons sur l'autre rive, j'ai peur, donc je fais demi-tour. C'est quand même pas sympa. Laissez les chauves-souris nager tranquille, s'il vous plaît. Bon, alors, oui. comme Monsieur n'est pas que vulgarizer et n'est pas que
enseignant, il est aussi chercheur, et donc il est spécialisé, Cherche. et on parle de lui maintenant, à partir de ce moment dans l'émission, on parle de lui à la troisième personne. Toi aussi, hein, tu parles de lui à la troisième personne. Tu fais aussi ce qu'on appelle de l'Evo-Devo, et tu as sorti sur cette thématique-là une magnifique BD que je vous recommande. Voilà. Non mais je l'ai, tu n'es pas obligé de chercher. Très bien. Voilà, oui, c'est vrai. L'Odyssée évolutive. Voilà, tout à fait. Comme on enchaîne un peu les sujets, c'est vrai que ça peut faire un peu beaucoup. Et là, autant pour les parasites, j'aurais pu faire une définition à peu près convenable, mais alors pour l'Evo-Devo, moi je trouve ça un peu coton comme discipline quand même. Si je puis me permettre, en tant que biologiste, j'ai un certain respect. C'est pas évident en vrai de se représenter ce que c'est exactement. La BD aide à ça, mais c'est pas facile de le définir. Il y a 2 jours, non, c'était hier. Ouais, j'ai eu un commentaire que j'ai lu de quelqu'un visiblement qui s'est farci à toute la BD et aveu d'échec, qui a dit qu'elle avait rien compris quoi, en substance. Et je pense que en effet, cette BD a probablement visé un public néo-bachelier scientifique quoi. C'est vraiment faut partir quand même avec un petit bagage pour pouvoir expliquer ce que c'est que l'Evo-Devo. Pour la bonne et simple raison que pour pouvoir faire de l'Evo-Devo, dont le nom complet est génétique évolutive du développement, t'es obligé de parler un peu de génétique, t'es obligé d'un peu de parler d'évolution, et t'es obligé de parler un peu de développement embryonnaire. Donc tu mixes bien 3 disciplines. C'est ça le problème, c'est qu'il faut avoir des bases dans 3 domaines différents quand même pour comprendre de quoi tu parles. C'est ça que c'est quand même pas évident. Non. Et donc, à vulgariser, c'est chaud. Je l'ai fait très, 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 très peu de fois. Vulgariser ça, que ce soit sur mon blog. Je l'ai fait à plusieurs reprises sur Podcast Science, mais c'est dans un cadre où tu peux papoter, t'as le temps, t'as 1 heure. Etc. Voilà. 3 heures. 3 heures. 3 heures, 3 fois. Donc, ouais, j'ai vraiment pris le temps, tu vois, d'expliquer. Mais voilà quoi. Dis donc, ta femme. Oui, je trouve aussi qu'elle a des. Donc elle dit concrètement que c'est une discipline qui la faisait vibrer, mais sans pile, voilà. Mais donc oui, c'est expliquer Oh putain, je saurais même pas définir. Donc il y a l'évolution, donc l'évolution des espèces, comment sont apparues certaines adaptations, voilà. Mais apposé à la biologie du développement, qui est en fait comment on se développe en tant qu'embryon, parce qu'il y a tout un tas d'étapes qui permettent de passer de la cellule, de la fécondation au fœtus. Voilà, enfin au fœtus, au grand fœtus, au fœtus. Au fœtus. Et ça, c'est conditionné par des gènes qui s'allument, qui s'éteignent selon les besoins, et de catégoriser tout ça un petit peu en fonction des espèces, et en fonction de l'évolution, se dire qu'il y a des choses qui sont arrivées avant, et puis il y a des choses qui sont nouvellement installées dans l'histoire de la vie, et voilà. Ah, ça fait bien plaisir. C'est la galère, hein. C'est quand même un sacré bordel, on est d'accord, c'est quand même extrêmement compliqué. Si je puis me permettre, on va faire un petit récapitulatif, parce que bon... Donc, parce que j'ai mal expliqué, j'ai bien compris, ok. Ouais, il faut réexpliquer derrière, parce que bon, c'est quand même ma discipline. Bref, je fais mon humble travail de vulgarisateur. Tu reliras la BD, du coup. Oui, d'accord. Donc, la génétique évolutive du développement, c'est de comprendre en comparant le développement embryonnaire de plusieurs espèces, comment les gènes impliqués dans des processus pour donner la forme à ces espèces a changé au cours de l'évolution pour expliquer justement pourquoi ces espèces ne se ressemblent pas morphologiquement. C'est tout. C'est mieux ? Ouais, c'est pas mal, ouais. En substance. Ça fait une phrase. Vous avez compris, on peut faire un sondage dans le chat pour voir s'ils ont compris, tu vois. Bon, je l'ai dit de manière convaincue, donc ça devrait. Généralement, moi, dans Et tu sais, j'aurais dû aller chercher ma blouse blanche au moment de l'explication. Je suis sûr que ça aurait fait un effet positif. Mais oui, non, c'est particulièrement compliqué. Et toi, du coup, comme c'est ton travail de chercheur, t'as un exemple
d'un travail que t'as fait enfin de travaux que t'as fait là-dessus, typiquement un petit peu plus, bah du coup fatalement un peu plus pointu, mais voilà, ton modèle biologique déjà c'est quoi en fait? Alors moi, je travaille sur un ver marin qui s'appelle Platinereis dumerilii. C'est un ver segmenté, très très joli. Donc il n'a pas l'apparence du ver qu'on a trouvé là, les oxyures qu'on retrouvait dans notre cul. Il ressemble plutôt à un lombric avec des petites pattes. Il est marin, il vit dans l'eau de mer, on a des élevages. Et moi, durant ma thèse, j'ai travaillé sur la formation de son système nerveux. Ouais. Et en substance, j'ai essayé de décrire les gènes qui s'allumaient au cours de la formation de son système nerveux et de faire des parallèles avec des gènes qui sont allumés ou éteints dans la formation du système nerveux des vertébrés. Mmh. Or, nous, notre système nerveux, il forme un tube dans Oui. notre dos. On appelle ça le tube nerveux, qui donne la moelle épinière et la boursouflure là, en haut de la moelle épinière, qui est le cerveau. Voilà. Donc c'est un gros tube avec un gros ballon au niveau du cerveau. Mmh. Et c'est pas du tout l'apparence du système nerveux chez d'autres organismes comme mon ver marin ou comme une mouche, etc., qui eux ont plutôt un système nerveux en forme d'échelle de corde, des ganglions en gros. Ouais, oui. Et qui forment pas du tout des nœuds. Moi, j'ai participé à la caractérisation des parties les plus périphériques du système nerveux de mon ver. Mmh. Et j'ai montré que ça ressemblait aux parties qui étaient les plus dorsales de notre tube nerveux à nous, les vertébrés. Ouais. Et donc je suis pas la seule, je suis un des auteurs qui a travaillé sur ça. Et ce que ça évoque, c'est que au cours de l'évolution du système nerveux, chez les vertébrés, on aurait eu à la base un ancêtre très très lointain qui avait pas un tube nerveux, qui avait au contraire un système nerveux de l'apparence d'une échelle de corde, comme chez les vers, et que au cours de l'évolution, eh bien, se soit refermé sur lui-même, cette échelle de corde, pour former un tube. Mmh. Et ce qui est fou, c'est qu'on voit ça au cours du développement embryonnaire. Il y a une étape du développement qui s'appelle la neurulation, dans lequel on voit, au début, on a une sorte de grosse plaque, on appelle la plaque neurale, qui se referme un peu comme ça, comme un papier, tu vois. Au début, tu as une plaque comme ça, je prends un bout de papier. On a une plaque comme ça qui est sur notre partie dorsale. Ouais. Et au cours du développement embryonnaire, ça se referme sur soi pour former un tube. Et donc moi, si j'ai réussi à montrer que ici, donc la partie la plus dorsale, c'est le haut du tube, Ouais. ça a la même signature moléculaire que ce qui était latéral chez mon Ah ver. oui. C'était probablement pour dire que ce mouvement-là qu'on voit au cours du développement embryonnaire, eh ben, ça ressemble à ce qui s'est passé au cours de l'évolution des vertébrés. Ouais. D'accord, ok. C'est quand même dingue. Ouais. Bon, maintenant, cette hypothèse est remise en question. mais à l'époque, c'était très cool. Ah, À l'époque de ma thèse. bah si, ça nous intéresse justement de savoir, ça fonctionne comme ça, la science dans son ensemble. Donc, Ouais. il y a une remise en question de ça, donc le fait que les extrémités étaient liées et que ça se rassemble, c'était plutôt pas mal, moi je trouve, là. En plus, et il vous a sorti de Granger, il vous a sorti une feuille de papier quand même pour expliquer. C'est clair. Ouais. Oui, mais il y a beaucoup d'organismes qui ne sont pas mon ver et pour qui il n'y a pas les mêmes gènes qui Ouais, sont d'accord. impliqués sur la partie latérale. Donc, certains argumentent ça pourrait être le hasard. Donc maintenant, c'est au jeu d'essayer de discriminer entre ces deux hypothèses. Mm. Et pour l'instant, moi, je ne travaille plus sur cette thématique-là, donc j'ai laissé tomber ce truc-là. Je suis de loin parce que j'aime beaucoup cette histoire. Mm. Mais en gros, il n'y a pas d'équipe qui se soit dégagée avec une histoire définitive et Ouais. je doute qu'on ait une réponse rapidement sur le sujet. D'accord. Merci pour cet instant
de tristesse. Donnez vos sous à la recherche si vous voulez Ah oui. la réponse à cette question. Voilà. C'est ça. Voilà. Du coup, donc j'ai lu cette BD avec soin, surtout que j'avais un petit cadeau à l'intérieur, et je t'en remercie. En direct devant tout le monde, je te fais un bisou. Enfin, un bisou Ouais. virtuel. D'accord. Tu as pris... Moi, je prendrai un bisou. Oui, tu prends, enfin, il est gratuit, hein, c'est pas de contrepartie. Non, mais j'ai dit, je veux le vrai bisou. Tu, Pas le bah, tu l'auras un virtuel. jour, oui, C'est t'inquiète. la merde, Oui, bon, ça va. Ah, bah, j'espère bien. Voilà, Bon. bah, t'attendras que je sorte de ma tanière. Tu as utilisé la mythologie pour faire un peu la trame de fond de ton de ta BD. Ça t'est venu comment, ça? C'est parce que je trouve que il est allé chercher loin, ça, quand même, le coup de la mythologie. Donc il prend là, je pense que c'est le pitch initial, donc il y a rien, ce sont les moires qui sont des tisseuses un peu du destin et qui vont tisser un destin et donc retracer l'histoire évolutive de quelqu'un. Je n'en dis pas plus, et donc justement ça permet de remonter un peu des ancêtres des humains, dont on va parler juste après. Mais quand même, le coup de la mythologie, je dis ah oui, il est allé chercher ça loin quand même. C'est audacieux, hein. Ouais. Oui, mais ça marche, hein, pas de problème. Mais c'est. Alors, il fallait que ça marche parce que donc, l'idée, c'était que quand on avait commencé, moi, je voulais donner une. Au début, j'avais pas compris le concept de la BD. Je voulais vraiment faire. Donc, c'est la même collection que d'autres auteurs. Donc c'est Delcourt et la collection Octopus. Et je pensais que moi, si je proposais juste mon sujet et que ça fasse un petit peu explication. Avec un professeur qui explique, etc., ça passerait. Ouais. Première réunion avec l'éditrice, elle a fait non, mais si tu veux que ça marche, il faut qu'il y ait de la narration. Et on a brainstormé, et je ne sais plus, c'est terrible, hein, mais je ne sais plus qui a dit qu'on devrait mélanger avec un peu de mythologie. Donc je pense que c'était un travail d'équipe entre l'illustrateur, l'éditrice et moi. Et au début, on s'est dit, allez, on va faire ça, et c'est Athéna qui voyage dans le passé, etc. Une des raisons pour lesquelles je voulais mélanger de la mythologie, en tout cas, j'ai trouvé que c'était une très très bonne idée, c'est les malformations. Il y a beaucoup de malformations embryologiques ouais. C'est vrai que t'en qui parles, illustrent énormément de mécanismes évolutifs, et ces malformations, en fait, on comprend mieux justement quels sont les gènes qui sont importants pour le développement embryonnaire et qui donnent des maladies, des déformations de type cyclope, de type sirène. Donc on s'est dit là il y a un truc à chercher. Donc c'est un peu comme ça que ça a glissé. Et les après les moires. Oui. Mais ça on n'en a pas parlé, mais on aurait pu, tu vois, genre c'est prolifique en fait les liens entre mythologie et développement embryonnaire. Ça sort peut-être pas de nulle part d'ailleurs en fait. Il y en a, oui, j'ai regardé certaines informations. Bah, petit scoop, j'aimerais bien faire éventuellement une collaboration avec Nota Bene sur ce sujet, en essayant de voir quelles sont les origines réelles de certains monstres mythologiques. On va bosser dessus ensemble. Ah oui, donc c'est acté. Oui. Enfin, okay. Il faut que j'écrive le script, quoi. Bon, bah, tu lui passeras le bonjour. Ouais. Exactement. Et donc, vu que ça, c'est prolifique, il restait à savoir quel serait le protagoniste principal. Au début, moi, je pensais que ce serait Athéna. Au début, je pensais que c'était Ulysse. Parce que je me suis dit, ah ouais, super, il va combattre le Cyclope, etc. Et on s'est dit, c'est pas une super bonne idée. Après, on a pensé à Athéna, et la raison pour laquelle on avait pensé à Athéna, c'est que je me suis retapé justement du coup l'Odyssée. Et dedans, elle change d'apparence. Et je me suis dit, ah trop bien. Si elle va dans le passé, elle va pouvoir prendre l'apparence de certains grands chercheurs en Evo-Devo, genre Scott Gilbert, des grands pontes comme ça. Oui, le fameux Scott Gilbert, oui, bien sûr. Oui, bon, attends, qui tu peux connaître Personne. Sean Carroll, non? Non. Non, je suis quand même technicien, moi. Attends, j'ai pas. Puis je travaille pas en Evo-Devo, pardon.
Oui, bon, c'est sûr que bon, on évolue. Voilà, c'est surtout ça. C'est surtout ça. Non, mais elle aurait pu prendre l'apparence de Darwin. Ça va, Darwin? Non, c'est. Nice guy. Non, c'est. Ouais. Ça Anglais. me- Plutôt Anglais. barbu. Non, ça. Non. Non, ça me dit rien. C'est pas grave. On va donc oui, donc Il baisait Athéna. sa cousine. Comment? Il baisait sa cousine. Oui, mais ça comme tout le monde à l'époque, non? Je croyais que t'allais dire juste comme tout le monde. Ça, Oui, non, quand même. Donc oui, Athéna, tout ça, Ulysse. Donc, mais le problème, c'est que j'arrivais pas, et là, vraiment, je félicite ma femme parce que je me souviens très très bien d'avoir fait un caca nerveux. Ben vraiment, genre boudé, genre taper du pied, et tout, genre non, mais c'est pas possible parce qu'elle avait juste suggéré, mais pourquoi tu fais commencer par Athéna? Et j'étais là, mais non, mais c'est hyper important, etc. J'ai soufflé 2 secondes. Qu'est-ce qui doit être Puis chiant? après, putain. ah ouais, c'était pénible. Qu'est-ce qui doit être Et chiant? puis après, je crois avoir dit littéralement fait. Mais pourquoi ce serait elle la protagoniste? Là, tu remets tout à plat, tu repars de zéro. C'est ça. Ouais, non, on avait bien avancé en plus. C'était bien deg. Et donc c'est là où on s'est dit, bah en fait c'est les mois en fait, c'est elle qui tisse les destins. C'est il y a quelque chose à faire, quelque chose à tirer. Et c'est comme ça qu'est né le projet. Enfin est né. Ça faisait déjà 4 mois qu'on Oui, était oui. dessus, mais c'est comme ça qu'il a bien démarré. Et donc pour finir sur la BD, il y a Mhm. donc tout du long de l'histoire, on retrace notamment des ancêtres des humains, ou en tout cas de Mhm. lointains cousins qui ont certaines caractéristiques similaires à nous, jusqu'à voir les étapes de développement embryonnaire, etc. Et parmi ces ancêtres, je t'ai fait faire une connerie. J'ai eu une incidence dans enfin sans le savoir, voilà. Et Salaud. c'était pendant les, je sais pas, je pense pas que c'était pendant l'écriture, c'était vraiment terminé, mais elle était Ouais. peut-être pas encore sortie. J'ai eu un tweet parce que bon, Pierre là, il m'a engueulé 3 fois pour que je l'invite sur Twitch, mais sinon il pense jamais à moi, hein. C'est parce que c'est nouveau Mais pour quel lui, bâtard, ça mais l'intéresse. c'est pas- Et- Bref, Mais quel c'est pour dire que raclure. j'ai eu un tweet, une fois je dis « Ah, Pierre m'écrit, ah cool !» Et il m'a dit, donc un message de menace, plus, avec ton histoire là, de premier deutérostomien, je sais pas quoi, tu m'as bien arnaqué. Donc, tu parles du fameux Sacoritus, qui est Ouais. cet individu, cette espèce de tout petit machin qui est en fait minuscule, qui a une grosse bouche et quelques orifices, là, donc la Mhm. grosse bouche, bon bah vous la voyez, la grosse bouche et quelques orifices comme ça, voilà. Donc le Sacoritus, pour lequel j'ai fait une vidéo il y a quelques années, quand je débutais, Ouais. et il était annoncé, lorsque ce petit machin est apparu, que il était l'un de nos plus lointains ancêtres, et que c'était un deutérostomien, Ouais. le plus vieux deutérostomien connu, et que Mhm. nous sommes aussi les deutérostomiens. Alors il faut expliquer ce qu'est ce joli mot, les deutérostomiens. C'est une caractéristique pendant l'embryonnaire. Il y a 2 grandes catégories, les protostomiens et les deutérostomiens, il me semble, c'est ça. Et il y a des orifices qui apparaissent dans un ordre précis selon lequel, mais là je suis un peu, je sais plus si c'est, je crois que nous on commence par non, je sais plus si on commence par l'anus ou la bouche. Ah, ça, il faut faire un petit peu d'étymologie et c'est limpide. Proto, ça veut dire premier, et stomien, Premier. c'est la bouche. Donc le premier orifice, Ah, oui. c'est la bouche. Ouais, d'accord. Et nous, on Je savais aurait bien dû qu'on était tous s'appeler- des trous du cul. Oui, en fait c'était ça mon Voilà. moyen mnémotechnique, voilà. Mais en fait, c'est pas vrai. Et je l'ai découvert en faisant la BD. Oui. C'est que je voulais faire la blague et je l'ai faite à de nombreuses reprises pendant mes cours en disant on est des proto-anusiens, le premier orifice qu'on développe c'est l'anus et il y a certains d'entre nous qui ne dépassent pas ce stade. Et il s'avère que c'est faux pour l'humain. En fait, chez la plupart des amniotes, donc les poulets, les oiseaux, donc les crocodiles, etc., il y a une formation qui ne respecte pas ce qui est présent chez d'autres deutérostomiens. Et donc l'orifice qui apparaît ne correspond ni à la bouche ni à l'anus, mais à un canal qui va disparaître. Et le premier orifice chez l'humain, c'est bel et bien celui de la bouche.
et qui apparaît beaucoup plus tard. D'accord. Donc ça n'a rien à voir avec notre Sacoritus, donc nous ne sommes pas... Ça veut dire Si, qu'on n'est pas deutérostomiens, en fait Deutérostomien, c'est un nom en fait qui veut juste décrire avec juste un mot tout un groupe avec toute sa diversité. Nous, on est aussi, Oui. par exemple, des ostéictiens. On appartient au grand groupe des ostéictiens, qui veut littéralement dire poisson osseux. Bon, bah, en termes Oui. de description, si on te dit, toi, que t'es un poisson osseux, t'es là, ouais, vaguement, quoi. Enfin, j'ai pas de connaissance, non. Enfin, osseux un peu, oui, mais poisson... Voilà, tu vois, ouais. C'est ça le problème, en fait, des grandes appellations, des grands groupes comme ça, c'est que, nécessairement, c'est excessivement restrictif. Et donc, deutérostomien, c'est bien un groupe, comme dit Daddy Dude, monophylétique, c'est-à-dire un ancêtre et l'ensemble de ses descendants. Scoop, dans quelques temps, il y a des phylogénies qui vont sortir et qui vont dire que les deutérostomiens ne sont pas monophylétiques, donc en plus de toute façon, Là, si les phylogénéticiens, voilà. Par rapport à ce que tu viens de dire, c'est pas étonnant, donc c'est bien ça. En fait, c'est comme poisson, ça regroupe en général plein de trucs qui n'ont absolument rien à voir d'un point de vue évolutif. Le terme poisson, hein, voilà. Donc deutérostomien, ça va s'avérer visiblement pareil, ce qui ne m'étonne pas. Oui, il est très choqué. Alors que les protostomiens, c'est très 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 stable. C'est bel et bien un groupe monophylétique, donc bon. Voilà quoi, c'est un tout petit peu dur la phylogénie. Oui. Ça varie et tout. Donc bref, en tout cas. Donc, oui. Donc quelle est l'erreur exacte en fait du coup? L'erreur, c'est que c'est pas du tout notre ancêtre. Non. Voilà. De toute façon, à chaque fois, je fais très attention à ne pas dire que les espèces qui étaient représentées étaient littéralement des ancêtres. C'est des cousins proches de l'ancêtre, et donc on peut en tirer des fibres pour pouvoir reconstituer notre propre ADN, parce que ce serait grosso modo ce qu'il faut. Mais je crois que malgré tous tes efforts, les gens comprennent ancêtre. Hein. C'est clair. Malgré, ouais, c'est mais ce qui est normal, hein, on leur en veut pas. Ouais. C'est difficile. Il y avait deux parties dans des phases de texte dans lesquelles j'essaie de dégrossir ça, mais c'est très 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 difficile de le faire en BD. En tout cas, je pense pas avoir visé ça. Moi, pour moi, l'important c'était de comprendre d'autres messages que celui-ci. Ouais. Et donc, ce fameux fossile qui ressemblait à un deutérostomien, un lointain cousin des ancêtres de tous les deutérostomiens, il s'est avéré qu'il a été reclassé et qu'il fait partie des protostomiens, et donc rien à voir avec la choucroute. Tu sais, quand ce truc est sorti, moi je fais souvent ce genre de truc comme ça, je donne beaucoup d'efforts pour faire ma vidéo, etc. Donc j'ai fait cette vidéo à l'époque. Et puis, tu vois, bon, je me suis dit, bon, c'est pas moi l'expert, je prends le papier, ça me fait une petite actu, ça fait une vidéo, en plus, la vidéo s'appelle « Notre ancêtre n'a pas d'anus », enfin un truc comme ça. Et en fait, justement, parce que c'est ça que j'ai lu, et je trouvais pas la logique, et malgré tout, et le problème c'est que quand tu te lances comme ça, c'est tellement d'efforts, bon bah tu vas au bout du processus si tu veux. Et quand même il disait, donc ce Sacoritus, donc l'espèce qu'on vous a montré là, donc il a qu'un gros orifice finalement. Et il disait donc il a une bouche et pas d'anus. Et ils me disent en même temps qu'il est un protostomien, un deutérostomien pardon. Donc il était censé avoir son anus avant la bouche. Enfin, et pourtant il a pas d'anus. Et je trouvais déjà qu'il y avait une arnaque. Et donc j'ai pas prévenu qu'il y avait une potentielle arnaque. Donc cette vidéo est une arnaque. Et même j'avais un doute déjà à l'époque. Non, alors, en fait. Moi je l'avais lu et la description était tout à fait. En fait, c'est surtout l'interprétation des orifices autour. Des petits points qu'il y a. Ouais, parce que il y a justement le groupe qui s'appelle deutérostomien, il a d'autres caractéristiques qui fait vraiment évoquer l'appartenance au groupe auquel nous appartenons. Et ce que j'explique dans la BD, c'est que le fait, notre ancêtre lointain, il avait un pharynx percé de trous. Oui. Donc, très très bizarre, ça veut dire que tu manges et normalement la bouffe elle sort par les trous, quoi. C'est quand même pas pratique. C'est pas pratique, sauf que ces organismes-là, ils faisaient deux choses, c'est que ils absorbaient à la fois de la nourriture et ils respiraient en justement filtrant l'eau, en tirant l'oxygène. Donc c'est en gros l'origine des branchies. Tout à fait. Et la bestiole que tu nous as montrée, elle avait donc un orifice, la bouche, et ces petits trous qui ont été interprétés comme du pharynx percé.
Et ça, c'est une caractéristique qui Ouais. n'est pas présente chez les protostomiens. Tout à fait, ouais. C'était pas si déconnant que ça. Et puis ça se Ouais. trouve, là, la nouvelle étude qu'il a réinterprétée, elle va se faire démolir le cul. Oui, derrière ils ont, par l'autre, c'est voilà. pas perdu, c'est pas perdu. Donc moi, je te conseille d'attendre. Ne fais pas de correctif tout de suite. D'ici 3 ans, à mon avis, ils auront changé d'avis. J'ai cité la nouvelle publication dans la BD, donc au moins, ça c'est sauf. Voilà. De toute façon, apparemment, d'après les retours que tu as, les gens n'ont rien compris, donc finalement, c'est vraiment. Putain, mais la violence du truc, quoi. Eh ben, Ça- merci. C'est vraiment Allez. le pire truc à lui dire, je pense. Non. Non, mais faut reconnaître il faut s'accrocher, il faut la lire lentement, etc. Ouais. C'est voilà, pour quelqu'un qui débarque, c'est pas Lisez facile. Nature il faut- Secrète, c'est beaucoup plus simple. Voilà, ça fera de l'argent à Patrick Beau. Non, moi, Je te propose qu'on termine cette partie d'émission avec je t'avais donné des devoirs. ouais. Je t'avais demandé donc ça vaut pas le coup que je l'achète, merci. Non, pas du tout, voilà. Ouh là là, les gens. Si, achetez bien sûr l'Odyssée évolutive, mais à la rigueur pour les images, parce que les dessins sont magnifiques. Attendez, non, c'est vrai qu'il dessine, il a un super style. Il a vraiment un giga style. Voilà, tout ce qui est bien dans la BD, c'est pas de moi. Attends, et tu m'as pourri mon début d'émission, tu crois que tu vas être servi sur un plateau pour la fin, tu rigoles ou quoi? J'essaie de trouver un bel... Voilà. Non, oui. Ouais. Si, voilà, vous avez aussi de grands schémas comme ça récapitulatifs, que moi je trouve assez cool. Justement, ça fait très schéma d'étudiant, c'est très image de biologiste comme ça, d'avoir des cycles et tout, donc ça c'est vraiment bien. Ok. Donc du coup, oui, je suis en train de tout faire se casser la gueule. Je vais poser ça là, parce que ça sent l'accident. Donc oui, je t'avais donné des devoirs, de nous partager. Donc là, c'est le moment Kerner. J'ai pas de générique, parce que je m'emmerde pas à faire un générique dès que j'ai une idée à la con. Batman. Ah, putain. Donc je lui avais demandé de nous parler d'une espèce qui lui tenait à cœur. Qui lui tenait à cœur, ouais, il y a un T, je sais pas. Et voilà. Donc je ne sais pas du tout de quoi il va nous parler. Je pense que si tu as besoin de partager ton écran, ça peut s'arranger. À mon avis, à ce moment-là, ça va évidemment pas marcher. Mais voilà, l'idée, c'est qu'il nous présente une espèce, parce que il est fasciné par les espèces, quelles qu'elles soient. Et donc, je t'ai demandé une espèce quand même qui tenait un peu à cœur, pour une raison X ou Y que tu as à nous expliciter. Mais si ça se trouve, je pense qu'il va juste nous présenter un truc dégueulasse. Voilà, mais c'est faux. C'est pas... Je me porte en faux. Je suis prêt. Si tu es. On tente le partage d'écran. Oui, cela fonctionne extrêmement bien. Voilà, ça ressemble à un escargot sans coquille pour l'instant. Alors non, si, il y a une coquille là. Tu la vois. C'est une petite, c'est un petit escargot, un petit gastéropode. Et comme ça, a priori, ça te évoque pas grand chose. Mais il y a une petite histoire derrière que moi je trouve très très émouvante. C'est un escargot que m'ont apporté 2 étudiantes lors d'une sortie de terrain dans le parc de Chamarande. Et j'ai failli pleurer quand je l'ai vu. Parce que vraiment, c'était quelque chose de très, 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 très fort. En fait, ces filles-là, donc, elles avaient eu un de mes cours, elles étaient en première année de master, et après avoir pris, après devenu maître de conférence, et ben, j'ai eu la surprise de devoir enseigner dans un master risque et environnement, de l'écologie et des thématiques que je maîtrisais pas du tout. Très très rapidement, je me suis positionné pour pouvoir un tout petit peu limiter les frais, en prenant des enseignements que je maîtrisais plus ou moins, comme par exemple l'écophysio, dans lequel je pouvais me raccrocher, et un en particulier, un enseignement qui s'appelle biodiversité et évolution, et dans lequel je devais enseigner le parasitisme. Donc j'avais 10 heures de parasitisme, j'étais comme par hasard. C'était le bonheur, parce que je pouvais notamment recycler tout ce que j'avais écrit pour moi parasite, etc.
Et à vrai dire, j'avais commencé cet enseignement en même temps que je commençais à écrire moi Parasite, et donc c'était encore une fois le fameux cercle virtueux que j'évoque, c'est-à-dire que moi j'aime bien que mon enseignement euh, fasse bénéficier ma vulgarisation, ou ma vulgarisation fasse bénéficier mon enseignement, Mhm. et si je peux rajouter dedans un tout petit peu ma recherche scientifique, tu me vois combler, quoi. C'est vraiment quelque chose de très très important. Donc, ce que j'arrive à bien vulgariser, j'arriverai à mieux l'enseigner. Ce que j'arrive à mieux enseigner, j'arriverai à mieux le vulgariser, etc. Et donc, le parasitisme, ça en fait partie. Et parmi les espèces que je présentais à mes étudiants, bah, il y avait une espèce que j'avais déjà bloguée. C'était une des premières espèces que j'avais présentées sur le blog en 2010. Donc, j'étais même pas encore à cette époque-là enseignant. C'est un billet de blog qui s'appelle Le supplice de Prométhée, fait par un escargot. Et en gros, ça parle d'une espèce parasitaire qui s'appelle Leucochloridium paradoxum. Et donc, ces étudiantes, quand elles m'ont apporté ici ce petit escargot, elles m'ont dit: Monsieur, regardez, qu'est-ce que vous pensez de notre trouvaille? Et là, j'avais remarqué, je sais pas si on voit mon curseur, mais ici, il y avait quelque chose On voit. un tout petit peu vert, là. Ouais. Et donc, on l'a mis sur une plaque de polystyrène, ce petit escargot. Et donc, voilà ce qu'on a vu au bout d'un petit moment. Là, je raconte sur un billet de blog, c'est en 2018, Avon et Chamarande V4. Je raconte un tout petit peu mes tribulations de maître de conférence. Ça, c'est ce fameux gastéropode, c'est une succinée. On l'appelle l'ambrette commune. Et ça, c'est sa tête normale. Et donc, on peut déjà voir que sa tête, elle est bof normale au niveau des tentacules, là. Et en effet, quand elle est parasitée par Leucochloridium paradoxum, elle l'est alors que l'animal, donc le parasite, est sous une forme, on va dire, larvaire. Et pour pouvoir terminer son cycle de vie, la forme larvaire de Leucochloridium paradoxum doit atterrir dans un hôte définitif, un oiseau. Et donc, cette espèce, qui est un ver plat, elle va produire des sacs d'œufs qui ont cette apparence-là. Et ce sont des sacs d'œufs pulsatiles. Tout à fait, oui. Qui vont rentrer dans les tentacules de la succinée, donc du gastéropode, et potentiellement attirer des oiseaux qui vont pouvoir se nourrir avec une manipulation comportementale du gastéropode qui, alors que généralement le gastéropode fuit les zones qui sont très fortement illuminées, là, lorsqu'il est parasité, eh ben, il va se mettre à chercher activement, il devient phototactique, il devient intéressé par les clairières, ce qui fait qu'il devient beaucoup plus sujet à la prédation des oiseaux qui vont voir ça. Et donc là, on a juste une image fixe, et ces deux étudiantes, elles m'ont apporté ce petit escargot, et très rapidement, on a vu ça, là, Oh. c'est sorti. Ah oui, c'est sorti rapidement. Et j'ai pu faire des petits gifs animés, comme tu Bien peux le sûr. voir. Hein. Et on voit bien l'aspect pulsatile. Tu vois là? Avec des motifs qui évoquent véritablement des motifs d'une chenille qui est Bien un sûr, petit oui. peu en train de ramper. Et ça, visiblement, c'est très attractif pour les oiseaux, comme tu peux le voir là. J'en ai fait même un petit film. Tu vois, ici, je vais couper le son parce que c'est horrible, mais on voit bien. Ouais, Ça, c'est en vrai que temps réel. C'est complètement dingue. Et il s'avère que j'ai beau parler de beaucoup d'espèces sur mon blog, je suis pas un naturaliste chevronné, en tout cas pas à cette époque-là, en 2018. Donc quand j'étais dans la gadoue, etc., il fallait que j'improvise un tout petit peu et que je montre en tant qu'enseignant l'exemple. Et donc souvent je faisais des trucs pour la toute première fois face à mes étudiants. Et là, j'ai pas pu m'en empêcher. Ces étudiantes, elles étaient persuadées que j'avais déjà vu ce parasite dans ma vie. Et il s'avère que je l'avais jamais vu. J'en avais parlé sur mon blog en 2010. Je prévoyais d'en parler sur... on parle de vidéosciences, c'est fou ça. Donc j'en avais parlé sur mon blog en 2010.
j'avais fait des cours et des enseignements dans lesquels je racontais son cycle de vie. Je commençais à l'intégrer dans mon livre Moi Parasite, et d'ailleurs ça c'est l'illustration de l'Eucochloridium qui a été faite par Adrien Demilly dans Moi Parasite, et dans lequel on peut voir plusieurs espèces qui se ressemblent, parce qu'il y a l'Eucochloridium paradoxum et une autre espèce proche dans laquelle les motifs sont différents, brun et blanc, et donc ça imite un autre type de chenille. Mais j'en avais jamais vu, et donc quand elles me l'ont apporté, vraiment j'ai été, c'est rare, tu vois, mais j'ai pas eu des mots, tu vois, je savais pas quoi dire, parce que j'étais vraiment ému, et être ému face à un parasite, c'est un tout petit peu chelou. Mais monsieur, qu'est-ce qui vous arrive? Mais ouais, mais j'étais là, déjà j'ai braqué ma caméra, j'ai pris 30 000 photos, ce qui fait que ça m'a permis de faire ces magnifiques gifs animés. Et après, bien entendu, j'ai fait un gif animé comme ceci. Bien sûr. Ça pouvait être un petit vaisseau spatial, parce que pour moi, c'était complètement dingue. Mais en gros, j'ai vu un truc de dingo, et ça m'a ému aux larmes presque. Voilà, ma petite histoire d'espèces pour lesquelles j'ai un profond respect et une belle histoire à raconter. Ouais. Bah merci beaucoup, Pierre. Et bah en tout cas, ça, c'est un des premiers parasites que j'ai appris quand j'étais petit à l'école. C'est vrai? Oui, c'est fait partie de ceux qui m'ont marqué, ouais. Justement, il nous avait montré des vidéos des sacs de pulsatilles qui sont complètement dingues. Et après d'un oiseau qui venait, donc ils avaient dû filmer un escargot posé en attendant qu'un oiseau vienne choper l'escargot, et ça s'est passé. Donc il y avait cette image-là. Donc ah ouais. Mais ça ouais. C'est de la chance, parce que il semblerait que la plupart du temps le parasite sorte en fait. Donc les sacs d'œufs s'extirpent du gastéropode pour pouvoir être captés. Donc c'est pas nécessairement une prédation directement sur le gastéropode qui a lieu. Ça c'était un des trucs que j'ai dû vérifier avant d'écrire Moi Parasite. Moi j'étais persuadé que c'était une manipulation pour vraiment becter les tentacules, mais en fait c'est pas nécessairement le cas. En tout cas ça n'a pas été prouvé. Ok. Bah en tout cas pour ceux qui sont sur YouTube, cette émission va s'arrêter sur cette magnifique anecdote et sur ce magnifique parasite. Donc nous allons vous dire au revoir, et pour ceux qui sont en direct, qui sont privilégiés, évidemment, l'émission va un petit peu continuer encore quelques temps. On va faire pas plus d'idioties qu'avant, parce que finalement voilà, on se, parce que je sais pas, comme ça, tout hasard, voilà. T'as pas un petit bruit à nous faire à tout hasard pour les gens sur YouTube qui auront profité des bruitages. L'entreprise Kerner et Fils vous propose sa session de bruitage. Oui, ça. Voilà, merci. C'est parti. En tout cas, pardon, il me fait m'étrangler, je vous jure. Ce sera coupé au montage. En tout cas, à bientôt pour ceux qui sont sur YouTube, et l'émission continue pour les autres. Bisous, à bientôt.